et pour essayer de trouver comment s'adapter à cet écosystème-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui se passe? Donc d'abord, ça suppose de regarder, de comprendre l'écosystème, et ensuite derrière d'agir dans cet écosystème pour se donner un futur. Et donc, voilà, et à chaque fois, essayer donc, du coup, de faire les bons investissements pour pouvoir être là, adapter ses offres, adapter les compétences, adapter les métiers, innover, etc. Donc, en faisant en sorte, voilà, ouais, d'avoir une possibilité de continuer. Donc, à partir de 2008, moi, j'ai dirigé le pôle web d'Arte France. Donc là, j'en donne dire un mot, mais en gros, avant ça, je travaillais pour la presse écrite. Je reparlais de la presse écrite en expliquant en gros le schéma type en fait, de la transition du physique vers le numérique. Mais en gros, en 2008, à Arte, on me charge de diriger la stratégie du pôle web d'Arte France. C'était 17 personnes. Et en fait, on avait une chaîne de télé que vous connaissez, qui est Arte, qui produit des programmes, qui les diffuse, et un site web qu'on pourrait appeler un site web compagnon, c'est-à-dire c'est un site web qui fait la promotion de la télévision. Mais il n'y avait pas d'offre spécifique native en fait sur ce site web. Il y avait un peu d'accompagnement des programmes. Il y avait le truc qu'ils avaient mis en œuvre en 2007, c'était, et ça a été aussi une grande rupture dans les médias linéaires, c'était Arte plus 7, c'est-à-dire la possibilité de revoir les programmes pendant 7 jours après leur diffusion hertzienne. Ça, c'était une rupture. Mais c'était encore confidentiel. Les gens, il fallait qu'ils ouvrent un navigateur pour lancer en fait un programme, pour le revoir. Il n'y avait pas cette habitude. On était encore dans une logique de linéaire et de rendez-vous. Et nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est quoi le web? Le web, c'est effectivement, et j'y reviendrai, c'est de l'hypertexte, c'est du temps réel, c'est du social. Essayons de fabriquer des contenus qui répondent à cet écosystème-là. Et en télévision, il y a des spectateurs. Sur Internet, il y a des internautes. Ils ne veulent pas la même chose, ils ne veulent pas juste le programme rediffusé, il faut fabriquer du contenu natif. Mais c'est quoi le contenu natif en 2008? Donc, on a fabriqué des docs interactifs, on a essayé d'intégrer la dimension sociale à l'intérieur des contenus. On a fabriqué après, derrière, des jeux mobiles, des expériences en VR avec des casques de réalité augmentée. Et cette question, je me la suis reposée en 2011 quand j'étais nommé directeur du numérique à Radio France, où c'était exactement la même chose, où on avait un vieux média linéaire, la radio, diffusé par voie hertzienne à tout le monde, et qui se prend petit à petit le mur du numérique. La radio, et j'en parlerai à la fin, c'est le média qui a pris en dernier le mur du numérique. En gros, on a eu d'abord effectivement la presse écrite, en tout cas l'information écrite ou la matière écrite, je ne sais pas dans quel ordre on va le mettre. Ensuite, derrière, on a eu la vidéo, le cinéma, la télévision. Et enfin, ah oui, on ne me voit pas. Et enfin, alors, je vais essayer de rester dans le cadre. Et enfin, on a eu, la radio arrive maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand j'avais votre âge, 70%, 75% de ma classe d'âge écoutaient la radio quotidiennement. Bon, quand on était étudiant aussi, on lisait la presse. Alors, on pouvait la lire à la bibliothèque, on pouvait l'acheter, mais enfin, en gros, c'est ça qui se passait. Mais quotidiennement, la radio faisait partie, en fait, c'était un média compagnon. Il faisait partie du quotidien. On écoutait des infos, on écoutait de la musique. L'accès à la musique et la découverte de la musique se faisait par la radio. Aujourd'hui, en gros, les gens, moi j'ai 51 ans, les gens qui travaillent, qui ont 40 ans, c'est plus que, donc qui ont 40 ans aujourd'hui, on est à peu près à 60%. Et ceux qui ont l'âge de ma fille qui a 19 ans, c'est 30%. La télé, c'est encore 60% chez les gens qui ont 19 ans. De consommation quotidienne. Alors, on pense que les jeunes ne regardent pas la télé. Bon, en fait, ils regardent quand même, mais ils ne regardent pas la même chose et différemment. Ils la consomment en délinéarisé. Ils regardent beaucoup les programmes dont on ne peut pas prévoir la fin, comme le sport, les compétitions, genre Koh-Lanta, les meilleurs pâtissiers, tout ça. Et ça, ils regardent en direct. Le reste, c'est en délinéarisé et des fois, ils ne savent même pas attribuer à quelle plateforme ou quelle chaîne ils ont regardé. Mais la radio, elle a pris un énorme coup de bambou parce qu'en fait, la radio n'est plus compétitive dans un marché non linéaire. La radio, elle amenait
d'informations gratuites, de la musique gratuite. Et puis en fait, derrière, maintenant, il y a Instagram, il y a Deezer, Spotify, YouTube. YouTube est la première plateforme de musique du monde. Bon, la radio, elle perd sa compétitivité. On ne découvre plus les morceaux sur la radio. La radio, elle a régressé, elle a perdu en compétitivité, elle est moins adaptée à son écosystème numérique. Et je vais revenir après sur ce que c'est un écosystème numérique. Enfin, comment moi je définis l'écosystème numérique. Donc, mais la radio ou l'écoute a un futur. C'est juste que l'écoute hertzienne linéaire, un peu moins. Et donc, tout le boulot, quand on fait mon métier, c'est d'essayer de trouver quelles sont les zones d'opportunité dans cet écosystème-là, qu'est-ce qu'on peut proposer comme offre, et comment on peut la distribuer, comment on peut fabriquer, comment on peut mesurer. Voilà, c'est un peu, depuis 25 ans, voilà ce que je fais. Alors, peut-être, j'avais dit, je prends en introduction la question de comment la presse écrite, ça peut être, puisque c'est le premier média qui a été impacté par la transition numérique, comment la presse écrite est passée du papier au flux. En gros, il y a eu 7, 8, 9 étapes, en gros. La première, et on va retrouver ça après aussi dans les autres médias, en quelque sorte. Première étape, c'est que en fait, c'est du facsimilé. C'est-à-dire, en fait, on a le papier, le journal en papier d'arbre en bois, vraiment le truc. Bon. Et ça, on dit, bon, OK, on va faire sur Internet, on va mettre le PDF. Les premiers trucs qui sont faits par les journaux, c'est mettre en ligne le PDF du journal. Donc, c'est vraiment une copie conforme, mais numérisée. C'est un peu d'ailleurs comme dans le livre, le e-book, Kindle, etc. On prend le support physique organisé exactement de la même manière et on le porte en numérique. Donc, on utilise l'Internet plutôt d'abord comme un espace de distribution. Et ça rend des services, puisque comme c'est compliqué de fabriquer du papier, de l'apporter partout, dans tous les bleds, etc. Eh ben, moi, j'ai grandi à la Salvetat-sur-Agoutte dans l'Hérault, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est dans le même département qu'ici, mais c'est une autre réalité territoriale. Et donc, il y avait, par exemple, si on voulait lire l'équipe, il fallait le réserver la veille parce qu'il y avait 3 numéros. Et puis, si quelqu'un l'achète avant, on ne l'a pas. Donc, voilà. Alors, la distribution PDF, elle a des vertus parce qu'elle permet de rendre disponible partout. Et elle permet d'ailleurs de rendre disponible partout dans le monde entier. Donc, on peut lire les journaux espagnols, argentins, tout ça. Ou les expatriés peuvent lire leur journal, ils peuvent lire Le Monde en PDF, ils sont contents. Ça, c'est le premier niveau un peu, on va dire, basique. Ensuite, mais donc, du coup, ça reste uniquement un support inerte qui est diffusé, point barre. Après, évidemment, les gens se sont dit, ah, mais Internet, c'est de l'interactivité. Donc, on va intégrer l'interactivité à nos offres. Et à ce moment-là, ça, c'est entre 1995 et 2000, ou 2004, en gros, pendant cette décennie-là, les médias se mettent à intégrer l'interactivité. Donc, il y a les articles. Donc, d'abord, ils les sortent du PDF, ils les mettent dans des articles avec des liens, des URL, etc. Donc, du coup, on peut se les échanger, les partager. En gros, autour d'un contenu numérique, vous avez 4 types d'actions possibles. Vous avez le commentaire. Enfin, d'abord, vous avez le rating, c'est-à-dire je vote, c'est bien, pas bien, pouce en l'air, tout ça. Vous avez le commentaire. Vous avez le partage. Et puis, j'en ai dit 4, j'en ai que 3. Bon, il y en a que 3, principalement 3, mais il y en a une quatrième qui va me revenir. Le rating, le commentaire, le partage. Bon, en gros, les gens se disent, il y a des forums. Libé avait des forums à l'époque du Minitel, par exemple. Donc, ils se disent, on va faire des forums sur notre site. Les gens vont être en interaction entre eux. Donc, de médias descendants, je deviens un peu média horizontal. C'est une promesse intéressante du numérique. On met les gens en relation entre eux. Et ensuite, arrive donc, on se dit, tiens, on pourrait mettre les commentaires en rapport avec les articles. Donc, du coup, les gens vont pouvoir commenter l'article qu'ils viennent de lire. Donc, ça ouvre une époque intéressante, mais qui est aussi très flippante pour les médias, qui est de dire, oh là là, si les gens vont commenter ce que je vais dire, ce que j'ai écrit, ils vont pouvoir éventuellement déceler les failles de mon article. Et ça, c'est une promesse du numérique qui est un peu le retour du boomerang. À partir du moment où vous avez la possibilité de noter et d'être noté, c'est flippant pour la personne qui jusque-là n'avait pas l'habitude d'être contestée.
Aujourd'hui, vous avez dans d'autres professions, les médecins, quand vous allez sur Google, vous regardez les étoiles, et ah ben non, c'est un dentiste, il est nul, il fait mal aux dents, n'allez surtout pas chez lui. Les médecins, ils ont fait des procès à Google pour ça, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Les journalistes, c'est un peu pareil. Ah, mais les gens vont pouvoir commenter mon article, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils font partie maintenant de la séquence informationnelle, puisqu'en fait, eux-mêmes, ils lisent un truc et ils ont un point de vue. Ils sont eux-mêmes experts d'une partie de ce que tu as raconté, ils peuvent être concernés. Ou ils peuvent contredire. Ils peuvent éventuellement avoir une opinion et la manifester. Donc, il y a une promesse intéressante qui se passe à ce moment-là, c'est l'ouverture d'un champ conversationnel. Le fait que le média peut exister, puis il peut être, ça peut être un objet, on peut rebondir, on peut abonder, ça va être le point de départ d'une conversation. Et les blogs, début des années 2000, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un slogan un peu, c'est les médias donnent de l'information, les blogs démarrent une conversation. C'est un peu ça. Donc ça, les médias, ils ont à ce moment-là un défi qui est d'intégrer l'interactivité à leurs offres. Intégrer les commentaires, intégrer les forums, intégrer aussi des blogs. Donc, ils prennent des blogs, ils invitent des chroniqueurs à tenir des blogs. Les journalistes tiennent des blogs. En 2004, par exemple, le Figaro, moi, j'avais formé les gens à créer des blogs de journalistes pour suivre, par exemple, une thématique. Donc, les journalistes correspondants aux États-Unis suivent les élections de 2004. Je crois que c'est la deuxième élection de George Bush. Donc, ils font en fait une chronique comme ça, en mode blog. Donc, on se met à créer des formats verticaux thématiques. Les blogs amènent ça, les blogs de... Ensuite, donc, alors, un peu de manière... C'est le deuxième point, c'est la question de l'intégration de l'interactivité. Vous avez le troisième point qui est un peu concomitant, qui est la question de l'abolition de la périodicité. En fait, ce qu'amène le numérique, c'est ça, la permanence. Pourquoi, en fait, les journaux sont périodiques? C'est qu'on ne peut pas fabriquer un journal toutes les heures et le distribuer dans la France entière. Alors, il y a eu, dans les grandes villes, plusieurs éditions à l'époque de France Soir, du Monde et tout ça. Vous aviez une première édition, puis après une autre, etc. Donc, vous pouviez avoir... Et elle était renouvelée. Bon, mais en gros, ça marchait à l'époque où France Soir tirait à 2 millions d'exemplaires. Bon. Là, le numérique, il y a une abolition de la périodicité, puisque comme vous êtes en temps réel et vous pouvez mettre à jour en permanence, à quel moment on met à jour? Et là, il y a des débats. Évidemment, il y a des concurrences qui se font entre le numérique papier et le numérique web, pardon, entre le média papier et le média numérique, puisqu'en fait, les gens du numérique du papier reprochent à ceux du numérique de brûler leurs informations. Ils disent, on utilise le terme de cannibalisation. Ah, mais si tu donnes l'info sur le site web, les gens ne vont pas acheter le journal parce qu'ils l'auront déjà lu avant. Et donc, ça, c'est aussi une rupture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en permanence, quelle est la valeur ajoutée de la version papier? Qu'est-ce qu'on met dedans? Puisqu'elle n'est plus là pour apporter l'info, du coup, on va à ce moment-là plutôt centrer, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quand vous achetez l'eBay, vous apprenez rien dans l'eBay. Par contre, vous pouvez avoir des enquêtes, des récits, vous pouvez avoir de l'analyse, vous pouvez avoir de l'opinion aussi. Mais il n'y a pas le résultat du match de foot, alors qu'avant, on l'avait. À France Info, à l'époque, quand ça se crée il y a 25 ou 30 ans, les gens disaient c'est bien, on peut entendre le résultat du match de foot directement quand il est terminé. Et ensuite, au bout de 10 ans, ils disent c'est chiant, je suis obligé d'attendre 5 minutes quand le match est fini pour avoir le résultat. Et maintenant, de toute façon, ils l'ont sur Twitter et ils le commandent sur Twitter en même temps où il se passe. Donc, quand ils vont sur France Info, en fait, ils ont déjà le résultat. Donc, ce qu'ils veulent, c'est plutôt des commentaires et de l'analyse ou alors éventuellement du reportage, des choses que, en fait, autre chose que simple délivrance de l'information. Et on voit ça à l'époque aussi parce que les hebdomadaires se mettent à devenir quotidiens et les quotidiens se mettent à devenir comme des radios, puisque, par exemple, le Nouvel Obs disait sur son site, c'est l'information tous les jours. Mais genre, c'était nouveau pour eux, parce qu'eux, ils y paraissaient le jeudi. Et donc, pour eux, le fait de donner l'information tous les jours, c'est une forme d'innovation. De la même manière, le Monde dit l'information en temps réel. Or, le temps réel, c'est plutôt les chaînes info qui faisaient ça. Et donc là, il y a une abolition de la question de périodicité qui se fait et l'apparition de la notion de temps réel. Et ça, en fait, dans la transition numérique des médias, il faut prendre en compte le fait qu'effectivement, l'écosystème web, c'est du temps réel.
après, une quatrième étape, c'est à ce moment-là, on repense les interfaces. C'est-à-dire que on se dit, bah, c'est bien, on a fabriqué des trucs qui ressemblent à des pages, structurés avec des chapitres et des rubriques. Si vous regardez, vous allez sur, c'est rigolo, alors, je vais faire ici. Merde. Ouais, parce que j'ai mis deux fenêtres là, donc attends, on va refaire ça, je vais la reprendre là. Et puis, en gros, si vous allez sur archive.org, je fais ma manip, je vais voir si ça marche, puis sinon, vous regardez Yahoo en 96, c'est rigolo, archive.org, donc ça vous donne une vision de l'Internet d'avant. Je pense que vous connaissez le Wayback Machine, en fait, donc vous allez taper une URL, et puis c'est une immense... donc je vais aller chercher yahoo.fr. En gros, donc si j'arrive à me le trouver, c'est une librairie. En fait, ça archive le web, ça crawl le web et puis ça archive. Donc, hop. Voilà, donc j'ai un décalage à côté. Voilà. Hop. Bon, là, vous avez toutes les fois où yahoo.fr a été crawlé. Donc là, je vais aller à voilà, 97. Voilà, 97. Donc là, quand il y a un truc comme ça veut dire que le 9 avril 97, ça a été crawlé. Donc, et je vais aller voir le snapshot de 11h39. Oui. C'est en gros, les moteurs de recherche, ils naviguent sur le web et ils récupèrent, ils indexent en fait tous les contenus disponibles. Donc, ils les enregistrent et après, ils les classent dans des bases de données. Par exemple, Google, bah, il suit tous les liens en permanence et il navigue sur tous les sites et ensuite, il indexe les contenus et il applique un algorithme dessus pour pouvoir ensuite donner des recherches. Donc là, il est en train d'aller me chercher Yahoo France. Alors, la capture écran est pas ouf, mais voilà, on voit, ça, c'est le web de 97. C'est un web qui est structuré, organisé comme dans une bibliothèque, en fait, avec un classement bibliographique thématique. C'est-à-dire, en fait, on a actualité, agriculture, commerce, économie. Après, c'est un index de sites. Mais à l'époque, en France, 97, il doit y avoir 10 000, peut-être 5-6 000 sites. On appelle des serveurs. On dit, ah, ben, tu as un serveur Internet. Donc, il y a la mairie de Toulouse qui a un serveur Internet en 93, 94. Voilà, enfin, bref. Et pour les classer, en fait, on les soumet. Il y a des documentalistes. Ici, il y a marqué comment ajouter un site. Vous voyez, de loin, là, je ne sais pas si vous voyez, vous lisez ici, il y a marqué comment ajouter un site. Donc, on clique, puis on met l'adresse de son site. Et après, il y a des documentalistes qui vont le classer dans la bonne rubrique. C'est ça le web de l'époque. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un nombre fini de contenus. C'est comme dans une bibliothèque. Si vous allez à la bibliothèque universitaire, vous avez un nombre fini de livres. Et ils sont classés selon une classification bibliographique, qui est une convention de classement. Et puis, vous avez la thématique, médecine, puis après, vous avez, je ne sais pas quoi, pneumologie, puis après, vous avez encore des catégories, puis vous avez les bouquins qui sont classés là-dedans. Pareil dans les sciences humaines, dans tout. Bon, le web de 97, c'est ça. Donc, évidemment, on fabrique des sites qui sont structurés comme ça, avec des chapitres. Ah, on va aller dans sport, puis après, je clique dans sport, je vais aller dans foot, et puis je vais lire ce qu'il y a dedans. Les gens, ils naviguent comme ça, avec un système un peu arborescent. Ils vont sur des pages d'accueil. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez moins de 0,5% des gens qui vont sur la page d'accueil de YouTube. Personne ne va sur les pages d'accueil. Vous rentrez par un contenu n'importe où. Le contenu lui-même, c'est la page d'accueil. Si vous avez un lien dans Twitter pour aller sur une vidéo YouTube, vous allez arriver sur la vidéo et puis vous allez poursuivre votre navigation avec les vidéos qui sont indiquées autour de la vidéo. Vous allez naviguer comme ça. Les Reels, c'est pareil. Si vous êtes sur Instagram, vous regardez des Reels, puis ils s'enchaînent. Et en fait, les Reels qu'ils vous ont proposés, ce n'est pas une proposition structurée thématiquement. C'est une proposition qui est structurée algorithmiquement. C'est-à-dire, ils se disent, lui, il aime les motos et puis le parachute. Eh bien, je reconnais les vidéos, il y a ça, et puis je vais lui proposer toujours les mêmes trucs. C'est marrant, si vous comparez d'ailleurs avec vos camarades, ce que les gens ils ont en Reels sur Instagram. Et vous apercevez que les gens n'ont pas la même chose. Et en fait, c'est marrant, ça donne une idée de qu'est-ce que l'algorithme pense de qui vous êtes.
Et des fois, c'est assez frappant de voir la réponse. Moi, j'ai fait au bureau l'autre jour, on me dit ah ouais, moi je vois toujours des vidéos de pâtisserie. Je me dis mais ah bon, c'est bizarre, moi je vois jamais ça. Je vois des vidéos de gens qui sautent de barrages en parachute. Je fais ah bon, mais pourquoi tu as ça? Ben, j'en sais rien. Et en fait, il y a une espèce de truc, l'algorithme reconnaît votre comportement, là où vous passez du temps, etc. Donc, à partir de là, la quatrième étape, c'est repenser l'interface. On se dit, bah, comment on peut faire pour inventer des nouvelles interfaces qui ne soient pas les interfaces d'avant, adaptées en numérique. Donc, on fait des sites qui ne sont pas des sites thématiques, mais on fait des sites qui incitent à la navigation. Voilà. Et ensuite arrivent les applications mobiles. Donc, du coup, c'est une autre façon d'entrer. Donc, on repense l'ergonomie. Aujourd'hui, si vous allez sur l'appli du Monde, bah, vous avez une ergonomie qui est, vous avez un flux de nouvelles, puis après, vous avez une autre entrée qui est plutôt la hiérarchie de l'info, puis ensuite, vous avez des entrées thématiques. Vous pouvez avoir sur l'appli du Monde un truc qui s'appelle la matinale, où vous allez swiper comme une appli de rencontre type Tinder, où vous allez, tous les matins, ils proposent des contenus, et puis vous mettez à gauche quand ça ne vous intéresse pas, à droite quand ça vous intéresse. Et du coup, il va constituer une base de connaissances pour pouvoir vous proposer les contenus qui vous intéressent ensuite. Ça, c'est repenser les interfaces dans le contexte du numérique. Après, l'autre étape, alors tout ça, elles ne sont pas séquentielles, hein, elles sont un peu… bon, c'est survivre à l'intermédiation. En gros, l'intermédiation, c'est… alors là, je vous montre. Donc, ça, c'est l'ancien monde. Hein, et après, vous avez le nouveau monde, c'est google.fr. Bon, ça, vous connaissez. Puis vous tapez un truc. Vous tapez ici, qu'est-ce qu'il y a comme truc? J'ai tapé handball ou rugby, parce qu'en fait, voilà, rugby. Donc, il va me proposer des informations froides, c'est-à-dire la définition Wikipédia, tout ça. Mais là, regardez ce qu'il me met. Hop, il me met un gros pavé de news. Bernard Laporte démissionne de son poste. Bon, l'équipe. Bah ça, en fait, Google me donne l'information. Et donc, quelque part, il intermédie. Avant, en fait, les gens, ils devaient acheter le journal, lire l'équipe. Maintenant, en fait, ils tapent un mot-clé dans Google, ils ont l'info. Et vous n'avez pas besoin d'aller jusque l'endroit où il y a l'info. Et ça marche aussi dans le secteur commerçant. Par exemple, sur des comparateurs de prix. Les trucs genre quel coût, les trucs genre kayak, les Ligo pour les billets d'avion, tout ça. En fait, c'est de l'intermédiation. C'est-à-dire derrière, vous avez un site un comparateur. Quoi. Bah, Google, en fait, a indexé toute l'information et les gens, quand ils veulent s'informer, ils ne vont plus sur eBay, Le Monde, etc. Ils vont sur Google. Donc, ça pose un problème. C'est que si vous avez des gens entre vous et le consommateur, quand vous êtes un média, comment vous faites pour vendre la pub, comment vous faites pour vendre l'abonnement, etc. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas que dans les news. Par exemple, aussi sur les réseaux sociaux. Alors, la plupart des gens ont de l'information qui est produite par Libé, Le Monde, Le Figaro, mais les gens ne la lisent pas sur le site. Ils la lisent, en fait, dans le flux Facebook ou Instagram ou Twitter. Et d'ailleurs, ils s'informent avec moins de volume, mais du coup, d'où l'importance juste du titre et des informations secondaires. Et quelque part, il n'y a pas de rétribution pour ça coûte cher de produire de l'info. Il faut des journalistes, des gens, des éditeurs, il faut acheter des droits, il faut acheter des photos, enfin, c'est du boulot. Et derrière, si vous retrouvez ces infos gratuitement sur les réseaux sociaux et que vous ne pouvez pas avoir le contact direct avec votre consommateur, c'est compliqué. C'est un peu comme si vous êtes un resto, vous faites à manger, mais les gens ne viennent pas dans votre resto, vous payez l'addition. Il y a des gens qui viennent, qui prennent la bouffe et qui l'amènent à 20 mètres plus loin et les gens se servent gratuitement. Bah, vous faites faillite. Et donc, il y a un défi économique qui se passe à ce moment-là pour les journaux, qui est de dire, merde, comment je fais pour bouffer si toute l'info, elle est crawlée, elle est aspirée par Google et Facebook et qu'ensuite, ils ne me payent pas. Donc là, après, il y a un combat qui se met en œuvre, qui est de dire, bah, Google, tu dois payer pour pouvoir reprendre cette information. Et Google dit, ah ben non, moi je suis moteur de recherche, je t'amène du trafic.
Et il y a un combat qui s'est conclu l'an dernier, mais qui dure 20 ans, et qui est de dire, bah non, tu dois payer, donc c'est lobbying. Donc ça se solde, sans être trop technique, par la création d'un droit voisin sur la presse. Le droit voisin sur la presse, c'est le fait, c'est comme, en gros, le droit voisin sur les disques. Quand vous passez un disque en radio, bah, vous payez au producteur. Bah là, Google paye maintenant, via une licence légale, aux journaux pour pouvoir indexer son contenu. Mais ça a pris 20 ans de combat et évidemment, entre-temps, l'économie des journaux a un peu périclité. Ensuite, après, en parallèle, une autre, vous avez en fait les pure players, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas, eux, dans la transition numérique, mais qui arrivent from scratch de n'importe où. Donc, vous avez, par exemple, je sais pas, des journaux comme Business Insider, vous avez Quartz, par exemple. Vous avez des journaux, mais ça peut être le cas aussi de Mediapart, qui est plus dans un modèle comparable à l'ancien modèle, c'est-à-dire avec une grosse rédaction généraliste qui traite de sujets, qui fait de l'enquête, avec un paywall. Mais Quartz, par exemple, leur système, c'était ce qu'on pourrait appeler du journalisme de précision. Par rapport au journalisme d'avant, qui était un journalisme généraliste, dans lequel vous avez des grosses rédactions de 400 personnes avec un service sport, un service infogéné, un service international, un service société, un service fédif, justice, bah vous avez des journaux qui arrivent, ils sont 12, et eux, ils traitent que la tech, que l'économie. Et ils ont des articles qui sont adaptés à l'écosystème numérique avec des angles et une capacité de faire la différence très vite dans un flux de réseaux sociaux. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne seraient pas achetés dans le cadre d'un ensemble ou d'un journal papier ou d'une appli, ils seraient achetés, ils seraient entre guillemets lus dans un feed quand ça passe comme ça. Par exemple, alors, je vais reprendre le truc, et puis je vous le remets. On donne un exemple d'un contenu de presse écrite adapté à l'écosystème numérique. Alors, je vais essayer. Bon, c'est l'exemple d'un article. C'est le type d'angle qui peut être trouvé sur. Voilà. On se connecte. Voilà. Voilà. En gros, voilà un article de Pure Player. Ici, vous avez un article de Quartz, un titre, avec une problématique à l'intérieur, un lien, un graphique. En gros, c'est un article de 2015 qui compare en bleu le trafic data sur les smartphones et en rouge le trafic voix. Et il pose une question qui est pourquoi on appelle ça encore des téléphones, enfin, phones en anglais, puisque en fait c'est principalement du trafic data. Donc ça c'est un article de l'écosystème numérique parce qu'il fait la différence avec un graphique, un titre incitatif et un lien. Et donc les gens derrière ils disent ah bah super, on va cliquer là-dessus et puis on y va. Là où Le Monde ou Les Échos auraient fait un article avec un titre plus informatif, sujet verbe complément, sans penser à mettre en avant la partie. Voilà. Et donc là, eux, après, on arrive avec une mise en page. Alors, c'est 2015. Bon. Avec un chart voilà, qu'on revoit ici. Et puis derrière, un petit article assez court qui reprend. Alors là, bon, du coup, il faut sign up pour pouvoir lire la suite, parce qu'entre-temps, le site est devenu avec enregistrement. Ça, en fait, c'est des pure players. Et donc, la différence, les grosses rédactions de 400 personnes, comme c'est trop cher à faire fonctionner, du coup, il y a des petites structures plus agiles, 100% numériques, qui se créent. C'est le cas aussi, par exemple, de Binge Audio. Binge Audio, on est 20, ce qui est une grosse structure dans le podcast. À Radio France, ils sont 4600. Bon, on ne fait pas les mêmes audiences, certes, mais nous, en fait, on ne traite qu'un segment. On traite plutôt des questions de société, avec des programmes de société, un peu de récit d'actualité, un peu de divertissement, pour un public plutôt éduqué, 25-35 en gros. Alors, plutôt éduqué, oui, parce que de toute façon, les gens qui consomment les médias ont au minimum, sont consommateurs de loisirs culturels, on va le définir comme ça, c'est-à-dire qu'on peut être consommateur de loisirs culturels sans être en bac plus 12, mais en gros,
on s'adresse à des gens qui sont consommateurs de médias ou qui sont consommateurs de livres, qui vont au cinéma, qui ont des abonnements à Netflix ou Disney+. Et ce n'est pas non plus que des gens qui sont au Collège de France, hein, mais en gros, les gens qui consomment les médias, de manière générale, c'est ça. Et nous, c'est vrai qu'on travaille sur ce segment avec des programmes qui sont calibrés pour pouvoir parler à un segment de la population avec des programmes où il y a un angle. Donc, en gros, si je prends Binge Audio ici, vous voyez, bon, ça, c'est notre programme le plus connu. Donc, vous voyez, vous vous rappelez assez facilement de comment il s'appelle, Les couilles sur la table. Quand on l'a monté, c'est un programme qui aurait pu exister sur France Culture. C'est un programme d'entretien avec des intellectuels, des auteurs, des artistes sur les questions de masculinité dans une perspective féministe. Mais c'est assez resserré. En radio, on aurait fait un programme généraliste. On fait un programme sur les femmes. On n'aurait jamais fait un programme sur les masculinités animé par une féministe. Nous, en fait, on a créé notre angle, c'était ça. Et effectivement, on a choisi un nom et on n'a pas appelé ça... on a fait un truc très radical parce qu'on est dans un écosystème à la demande. Et un écosystème à la demande, du coup, ça suppose que les gens se rappellent de comment vous vous appelez pour aller vous chercher. Et ça suppose qu'effectivement, derrière, il y a une façon de traiter le sujet, une façon de rentrer dans le sujet qui est effectivement spécifique. Donc, cet écosystème à la demande, il structure les contenus. On ne peut pas se contenter, comme on fait au début, quand je vous disais, on fait le PDF. C'est pareil sur la télé. On prend la télé, on met du rattrapage. Mais assez vite, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, à France Télévisions, vous avez une chaîne qui s'appelle Slash, qui fait des productions nativement numériques, donc qui sont conçues dans l'écosystème numérique. Mais il a fallu 15 ans pour arriver à ça. On se dit, finalement, on pourrait faire des trucs, au lieu de faire 26 minutes, on peut faire 20, on peut faire 50, on peut faire un peu différemment. Et nous, le podcast, c'est de la radio au sens où il y a des gens autour d'un micro, mais c'est de la radio qui est faite pour être adaptée dans un écosystème à la demande, à la fois dans la forme, dans le fond, dans l'objet. Il y a des angles plus petits, plus précis. Il y a un peu plus d'incarnation, plus de radicalité. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que les gens se rappellent et qu'il va falloir fidéliser. Et que par ailleurs, on se retrouve dans un écosystème où la concurrence, elle est aussi à la fois du côté des vieux médias, donc qui sont, eux, avec un impact un peu moindre, par contre, plus d'exhaustivité, et aussi, de l'autre côté, les youtubeurs et les indépendants, qui, eux, ont du coup plus de radicalité dans l'incarnation et plus aussi de capacité de divertissement et donc de captation de l'attention. Donc, nous, on se situe au milieu. Il faut pouvoir faire rester les gens. Et si on compare deux types de contenu audio, par exemple, un contenu podcast et un contenu radio, on peut voir la différence du contexte dans lequel ils sont nés. En radio, on peut faire l'essai. Je vais vous montrer. Je vais reprendre un truc là. Bon, je vais vous montrer deux programmes. On va aller sur le. Ouais, mais je peux le faire, là, ça va prendre 5 minutes. Attends. Voilà. Bon, mon ordi fatigue un peu. On va aller sur France Inter, on va écouter. On va écouter Le Masque et la Plume. J'ai tapé Le Masque et la Plume, j'aurais dû faire ça. Le Masque et la Plume, qui est l'émission de France Inter critique de cinéma, théâtre et littérature. Et donc, en gros, voilà, on peut écouter le début de l'émission. Dans la vie, vous êtes plutôt vers à moitié vide ou là, il y a la pub. Là, il y a 15 secondes, on a le générique. « 30 secondes. Le masque et la plume. 30 secondes, on a le nom de l'émission qui est marqué dessus quand on l'a cliqué.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française. Donc là, on sait d'où est enregistrée l'émission. Ce soir avec le comité littéraire, avec Olivia de Lambertine. Donc, Duel Patricia Martin de France Inter à l'heure philo tous les vendredis soirs à 20h. Frédéric Bédédé du Figaro Magazine, l'armée du plan de Transfuge. Et de regard, on parle ce soir des nouveaux romans de Colson Whitehead, de Aurélien Bélanger, de Marie-Hélène Lafont, de Véronique Ovaldé et de Patrick Grinville. Dans le courrier de la... Voilà, donc 1h24, on a fait le générique, on a dit qui c'est qu'il y avait autour de la table et les thèmes qu'on allait traiter. Donc, on a l'impression... Et on va écouter maintenant alors, une émission qu'on faisait avant sur Binge Audio qui s'appelle Nos Ciné. Donc, c'était une émission d'actualité du cinéma, en talk critique, avec des gens autour de la table. Donc, on va aller écouter, je prends... voilà, The Irishman. Bon. Bon, il y a la pub aussi. Ah non. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui lutte pour garder la contenance habituelle et le flegme qui a bâti sa légende millénaire, mais qui quand même, bordel, est assez frétillant à l'idée de passer 3 heures et quelques en compagnie de Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et surtout Martin Scorsese, grand ordonnateur de cette alléchante réunion d'anciens combattants qu'est The Irishman, le tant attendu film qui vient de signer pour Netflix et dont on va prendre le temps, nous aussi, de causer en longueur avec un trio de vétérans qui a dû faire toutes les guerres pour être aussi fort aujourd'hui. David Honora, salut David. Je crois qu'il t'en parle. Non, mais tu as cité Francis Cameron. Exactement. En gros, en 30 secondes, en fait, on a parlé du film, on a dit qui était là. Et donc, on est rentré dans le vif du sujet tout de suite. Et on traite non pas de 5 films, mais d'un seul. En gros, ça, c'est un produit éditorial qui est né dans l'écosystème numérique. Alors, ça ne signifie pas qu'il est meilleur que l'autre, mais il est adapté à son écosystème, puisqu'en fait, il est structuré de telle manière à faciliter une consommation dans un flux de podcasts. Un flux de podcasts, en fait, c'est des podcasts qui sont les uns derrière les autres. Alors qu'en fait, le Masque et la Plume, c'est un format qui est fait pour être écouté en linéaire et éventuellement en rattrapage, en catch-up. Et ça, en fait, grosso modo, nous, on est un pure player, alors que la radio est un vieux média qui s'adapte au numérique en distribution. Et donc, c'est la question, le dernier point, qui est de faire évoluer les formats, en gros. Et donc, avec tout ce qu'on a dit précédemment, c'est comment on intègre l'interactivité, comment aussi on fait de la vidéo alors qu'on fait de l'audio, comment on fait de l'image alors qu'on fait de la radio. Moi, par exemple, en 2011, l'élection de François, non, c'est quand, Hollande, 2012, on a fait à France Inter, on a accrédité des journalistes photos, reporters photos au QG des candidats pour suivre l'élection. Et donc, ils avaient des badges, reporters photos, avec marqué France Inter. Et tout le monde se foutait de leur gueule parce que dire, mais tu étais photographe pour la radio, bah, tu ne dois pas beaucoup bosser, quoi. Parce qu'en fait, ça paraissait incongru. Puisque la radio, c'est cet objet qu'on a dans le salon, et évidemment, on ne peut pas prendre de photos dessus. Et c'est d'ailleurs un des sujets de la radio, c'est que c'est une vieille technologie qui a 80 ans, qui est la diffusion hertzienne, qui a été un peu bougée en fait avec l'arrivée de la FM, qui est la dernière grande innovation de la radio il y a 30 ans, 40 ans. Et depuis, elle n'a pas bougé. On est encore sur la radio à régler, à chercher des fréquences en mégahertz. Je ne sais pas si vous voyez, ça n'a aucun sens. On communique sur une fréquence mégahertz, une longueur d'onde. C'est un produit qui ne s'est même pas numérisé dans sa distribution, alors que la télé a été numérisée, et que la télé, même à l'époque, on ne cherchait plus les longueurs d'onde avec les fréquences. Enfin, c'était bon.
Donc effectivement, la radio s'est mise à avoir un site, donc à mettre de la photo, à aussi avoir à diffuser des contenus écrits. À partir du moment où vous distribuez sur un site web vos contenus audio, donc je reprends le masque à la plume ici, bah, du coup, il faut l'indexer, ce contenu. Il faut lui donner un titre, il faut lui donner une description, il faut le classer, il faut donner une description longue, une description courte, pour pouvoir le mettre dans une base de données, pour pouvoir derrière le diffuser sur un site. Et donc là, il faut recréer une nouvelle chaîne de production de données, parce qu'on n'avait pas ça en radio. En radio, en fait, vous n'avez pas d'écrit. Alors, la radio, c'est un média oral qui s'écrit, parce qu'en fait, tous les papiers sont lus. Bon, mais c'est lu dans une forme, en fait, oralisée d'écrit, quoi, en gros, pour faire court. Mais par contre, la chaîne de production, voilà, il y avait des données de description qui étaient des données techniques. C'est-à-dire, on appelle un PAD, un prêt à diffuser, il y a PAD 1, PAD masque, puis après, ça rentrait dans le système de production. Et un jour, on s'est dit, bah, faut mettre ça sur un site. Bon, alors on a dit, bah, tiens, on va prendre la base de données, on va exporter. Mais du coup, sur un site web, on ne retrouve pas les contenus, parce qu'il y a marqué PAD masque. Et les gens, ils ne cherchent pas comme ça. Ils veulent le masque à la plume, un titre propre. Donc, il faut que les gens qui fabriquent l'émission aussi rentrent les données de description. Mais du coup, eux-mêmes, il faut mettre en place une chaîne de qualité pour pouvoir produire ces contenus. Sur un journal, vous avez un service d'édition, de correction, vous avez une chaîne de qualité pour le contenu écrit. Ben, en radio, on n'avait pas ça. Il faut créer ça. Et donc, il faut que ça représente une charge supplémentaire pour adapter en fait votre média à un nouveau écosystème, effectivement, qui est celui-là. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire sur les étapes. Alors, il y en a d'autres, parce que là, maintenant, donc une fois qu'on a fait tout ça, ensuite, on a intégré les nouveaux formats, nouvelles interfaces, qu'on est allé au-delà de son média d'origine. On était en papier écrit, bah maintenant, on fait de la vidéo, on fait du son. Par exemple, un des podcasts qui marche le mieux dans le top 10, en France, il s'appelle Code Source. Code Source, c'est un podcast qui est produit par Le Parisien. Donc, il a fallu installer au Parisien 400 journalistes. Il a fallu installer une chaîne de production audio, 5 personnes, des réalisateurs, un studio, des micros, un langage, un format. On s'est posé la question avec eux, on a mis en place ça pour Le Parisien. C'est qu'est-ce que ce serait un podcast pour Le Parisien? Donc, du coup, on va faire un format quotidien de 15-20 minutes sur un sujet. Code Source, en fait, si vous regardez, donc, si je regarde Code Source Le Parisien, donc, en fait, ouais, je vais le mettre sur le... Voilà. Hop. Luc. Ah bon, donc, du coup, ah ben non, je ne l'ai pas mis là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, voilà. Bon, je me suis trompé. Et ben, on va le mettre là. Voilà. Mon Code Source, en gros, podcast d'actualité du Parisien, c'est un bon exemple d'innovation numérique pour un média, un vieux média. Le Parisien, ils ont un site web qui marche très bien. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire en audio? Donc, soit on fait plein de podcasts différents, on leur a dit, maintenant, on fait un seul podcast récurrent, parce qu'il y a une prime, en fait, à l'abonnement. Un podcast, c'est un peu comme un YouTuber. C'est-à-dire, il faut s'abonner. Quand les gens disent abonnez-vous à ma chaîne pour plus de blagues, bon, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes notifié quand il y a un nouveau contenu. Donc, du coup, plus il y a de gens abonnés, plus il y a de gens notifiés, plus les vidéos qui sont envoyées sont vues. Donc, du coup, vous avez une question? Je vous en prie. Alors, si seulement. Parce que, en gros, sur Binge Audio, 40% de la consommation de podcasts se fait par Apple Podcast. À peu près 30% se fait par Spotify, 8% par Deezer. Vous allez avoir 8-10% par Podcast Addict, qui est une application indépendante. Vous avez aussi 10% par YouTube. En gros, vous avez plusieurs modes de distribution. Apple et Spotify, pour les podcasts qui distribuent, si on regarde, j'ai Spotify là, en gros, Apple et Spotify,
ils font comme Google avec les journaux tout à l'heure. Ils disent, mais moi, je référence ton lien, ce qu'on appelle un flux RSS. Sans rentrer dans les détails, un flux RSS, en gros, c'est une adresse d'un fichier XML, c'est-à-dire c'est une adresse web, une URL, et avec un texte structuré qui, chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, en fait, se met à jour. Et l'application, elle va sur cette URL, elle regarde s'il y a un truc mis à jour et elle le ramène dans l'appli. Donc, chaque fois que vous publiez un nouvel épisode, bah, Spotify, vous avez une mise à jour qui est faite. Et Spotify dit, ah bah ouais, mais moi, je référence juste ton truc. Référence ton truc, donc je t'amène du trafic. Donc, ils ne payent pas. Après, ils font un autre truc, Spotify, c'est que ils produisent du contenu exclusif. Donc ça, ils l'achètent. Nous, on produit avec Spotify un programme qui s'appelle On est chez nous, qui est fait par Sophie-Marie Laroui. Et ça, en fait, c'est une distribution exclusive qui n'est disponible que chez Spotify. Et pour l'écouter, il faut Spotify. Alors que, par exemple, Les Couilles sur la table, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes, mais du coup, ils ne payent pas pour ça. Après, nous, en tant que producteurs de podcast, on est un peu dans une logique qui est un peu celle de la presse avec Google, qui est de dire en fait aux applications, à Apple, à Spotify, bah, du coup, payez-nous des droits voisins, puisqu'en fait, vous faites de la valeur à partir de la distribution de ces contenus, puisque vous fidélisez des clients. Donc, payez-nous. Et ils disent non, nous, on t'amène du trafic. Voilà. Bon, donc, c'est un rapport de force qui se met en place comme ça, quoi. Donc, code source, pourquoi je parle de code source? Donc, du coup, eux, voilà, c'est un format nouveau qui est mis en place par un média de presse écrite et qui n'est pas historiquement, il n'y a pas d'audio dans le Parisien. De la même manière que les vidéos qu'ils font aujourd'hui au sein du Parisien, ils ont des vidéos qui sont donc ce qu'on appelle des vidéos à la brute, quoi. En gros, à l'époque, c'est AJ+, qui a fabriqué ses premiers formats. Vidéo AJ+, donc c'est pour Al Jazeera. Donc, c'était les premiers qui avaient compris qu'on pouvait distribuer de la vidéo en bénéficiant du système d'autoplay qui est dans les flux, les pages Facebook. En gros, vous êtes en train de scroller et puis vous voyez une vidéo qui va se jouer toute seule sans le son. Donc, du coup, c'est eux qui avaient les premiers fait des petits formats narratifs vidéo avec de la typo pour pouvoir raconter un truc sans que les gens mettent le son. Et pour capter l'attention, puisque c'est dans le flux, comme il y a de l'autoplay, ça se joue tout seul, et puis les gens regardent, et il y a un petit contenu embarqué de 3 minutes qui raconte un petit truc. Et Brut a perfectionné le système jusqu'à en faire un média spécifiquement construit autour de ça. Ils ont levé des fonds, ils ont monté un truc. Bon, vous avez la même chose aussi, vous avez c'est Loopsider qui est un média français pareil, qui est un média composé de vidéos, vidéos sans son comme ça. Enfin, vidéos sans son, enfin, de vidéos à la brute. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler autrement. Moi, j'appelle ça vidéo autoplay, vidéo verticale, vidéo carrée. Enfin, vous avez plein de différents trucs. Donc voilà. Alors, du coup, je revenais aux quelques dimensions du web, parce que ça, c'était un point que j'avais évoqué. Et il y a beaucoup de ma présentation, juste pour le projet. Ah oui. Voilà. Alors, je vais reprendre ça. Juste avant, je vais juste faire une pause technique de 1 minute. Excusez, prendre une toilette. Et j'arrive.
À quelle heure vous devez repartir, les étudiants de l'MJ? Vous repartez à midi 15 ou il faut être sur place? D'accord. Donc, je vais dire Ouais, si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit jusque-là, parce que bon, pareil, comme je dis, peut-être beaucoup parlé, je passais du coq à l'âne, donc peut-être vous avez des sujets, des trucs sur lesquels vous voulez revenir. Non, c'est bon. On poursuit. Alors, du coup, il faut que je retrouve mon truc. Voilà, donc là, donc, comment ça marche? C'est ça, donc là, clac. Bon, en gros, ça, c'est aussi ce que. Voilà. C'est un peu ce que je vous ai dit en filigrane, mais en gros, si on doit résumer ce qui s'est passé quand les médias ont rencontré le numérique, je résumerai comme ça, c'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de broadcast, donc une logique de médias de masse, à une logique de médias de précision et de médias à la demande. En gros, c'est ça. On était sur des logiques où la rationalité économique des médias, c'était de parler au plus de gens possible, au plus grand nombre en même temps. C'est valable sur la télévision, la radio, c'est valable sur la presse écrite. En fait, on fait des gros tirages, c'est ça qui fait que c'est rentable. Les gens consomment en même temps. Il y a une notion de réception collective. Bon, ça, en fait, ça a été battu en brèche par Internet qui est arrivé, qui a dit bah ouais, mais en fait, non, d'abord, parce qu'il n'y a plus de périodicité, ça peut être tout le temps, en temps réel, quand on a envie, tout ça. Donc, du coup, à partir de là, du coup, on est plutôt sur une logique de médias à la demande. Donc, du coup, c'est non pas le contenu qui descend, qui est poussé, ça c'est le broadcast, mais c'est les gens qui vont chercher le contenu. Donc, par exemple, c'est le podcast. Et c'est YouTube versus la télévision. Donc, l'audience se fait de manière délinéarisée. Et ça structure la façon de produire, la façon de distribuer, de la façon d'imaginer les contenus et de les pousser. Ça structure l'écosystème des médias. Deuxièmement, la façon aussi d'évaluer un contenu, ce n'est pas que le volume, c'est aussi l'engagement autour de ce contenu. C'est-à-dire, en fait, l'attention, la question de l'économie de l'attention. On ne va pas uniquement dire, bah voilà, j'ai fait tant de vidéos vues. On va regarder le temps moyen qui est passé sur cette vidéo. On va regarder aussi l'interaction qui est faite autour des contenus. C'est-à-dire pour évaluer, en fait, une vidéo Instagram dans le secteur des influenceurs, c'est le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de likes. Nous, quand on fait un post Instagram, on dit ah bah c'est super, il y a eu 1500 likes. C'est pas tellement ça a été vu par 6000 personnes, il y a eu 1500 likes. Donc, le critère principal, ce n'est pas que le volume, c'est l'engagement. Sur Facebook, le truc, j'allais noter un truc, mais non, il parle de PTAT, c'est People Talking About This. Donc, plus l'indice à l'époque de PTAT était fort, plus en fait le contenu avait une valeur. Et du coup, dans les réseaux sociaux, l'algo fait que tous les contenus dans lesquels il y a de l'activité ont tendance à remonter. Du coup, et ceux qui n'ont pas d'activité ont tendance en fait à diminuer, ce qui fait que vous voyez principalement les contenus qui mobilisent l'attention. Et pour classer ces contenus, il y a la mobilisation de l'attention, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la vitesse de mobilisation de l'attention. Donc, il y a un effet accélérateur. Un contenu sur 24 heures qui est vu 6000 fois, il va être moins classé qu'un contenu qui va être vu et commenté 6000 fois pendant la première quart d'heure. On considère que le rythme de démarrage est plus important que l'endurance du contenu. Et ça, du coup, ça amène aussi, quelque part, ça a des effets pervers, parce que ça amène à caricaturer les contenus. Puisqu'en fait, on fait une vidéo, on va faire un truc un peu, ce qu'on appelle, on va dire, en anglais, le clickbait, c'est-à-dire on fabrique des contenus qui amènent les gens à cliquer, ou en français, on traduit ça aussi, on utilise le terme dans le métier de putaclic, en un seul mot. P-U-T-A-C-L-I-C. Putaclic, ça, c'est vraiment genre, c'est la loi de proximité maximale, quoi. On fait un truc qui donne envie de cliquer, de rester dessus. Donc, c'est des vidéos
anecdotique, insolite, ou alors au contraire un peu graveleuse, etc. Du fait divers. Donc, effectivement, le premier point, c'est le broadcast versus le podcast, donc la distribution, enfin, les médias de masse versus le média de précision. Et dans le numérique, en gros, pour être très fort dans le domaine du broadcast ou du média de masse, c'est une question, bon, éditoriale bien sûr, mais aussi logistique. Il faut être capable d'amener plein de journaux à plein d'endroits, tout ça. Ou une question de diffusion, par exemple, il faut avoir des pylônes. Donc, c'est une histoire d'ingénieur et de fréquence. Bon. Alors que dans le numérique, toucher les gens, c'est une question de marketing, en fait. Il faut être capable de trouver, de faire des trucs, des accords avec les plateformes, fabriquer des contenus adaptés aux interfaces. Et donc, il y a une complexité qui est différente parce que vous êtes dilué dans un ensemble de contenus très important et pour innover, pour ressurgir, bah, du coup, c'est une complexité supplémentaire. Bon, volume versus engagement, donc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le critère, ce n'est pas que le volume. Alors, c'est le volume aussi. Par exemple, nous, en podcast, on va parler du nombre d'écoutes par mois. Les couilles sur la table, c'est 500 000 écoutes par mois. Bon, et c'est important parce qu'on va vendre de la pub. Et on vend 60 € le CPM, c'est-à-dire 60 € le coût pour 1000, la pub sur notre podcast. Donc, pour 1000 écoutes, on vend 60 €. 10 000 écoutes, 600, 100 000 écoutes, 6 000. Donc, 500 000, normalement, quand tout est vendu, ça fait 5 fois 6, 30 000. C'est les bons mois. En gros, en sachant qu'on vend souvent que 50% de l'inventaire, donc 15 000, c'est un bon mois. Et effectivement, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est l'engagement. Nous, quand on évalue un podcast, quand on voit, quand il démarre, en fait, ce qui compte, c'est le signal réseaux sociaux. Est-ce que les gens en parlent? Nos Ciné, qui était un podcast qu'on faisait sur le cinéma, il avait beaucoup d'écoutes, mais peu d'interactions. Donc, du coup, quelque part, on a du mal à monétiser. Ce qui va être monétisé, c'est les choses qui génèrent de l'attention, de la mémorisation. Et après, effectivement, le troisième point, je l'ai résumé par diffusion versus plateformisation, c'est la question de l'intermédiation qui structure les médias dans le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en radio, vous avez un pylône et vous touchez les gens, le broadcast. Super, c'est écoute gratuite et anonyme. Et si vous êtes 1, 10 000, 1 million, 10 millions, c'est la même dépense de diffusion. Puisqu'en fait, c'est envoyé simultanément à tout le monde par voie hertzienne. Quand vous passez en numérique, déjà, c'est plus compliqué parce que vous faites passer dans les tuyaux. Et plus vous diffusez, plus ça occupe de bandes passantes et plus c'est cher. Donc, il y a quand même une logique linéaire de coût de distribution à passer en ADSL, en fibre et tout ça. C'est d'ailleurs le débat sur Netflix, Disney, qui utilise la bande passante, donc du coup, qui met à bas un peu la neutralité du net, parce que les fournisseurs d'accès disent « bah oui, mais tu me prends ma bande passante, donc je suis obligé de mettre des plus gros câbles, et donc on paye du câble. » Et alors qu'effectivement, donc oui, cette question du broadcast, elle avait un avantage, mais du coup, il y avait d'autres inconvénients, puisqu'on ne pouvait pas avoir de data sur qui écoutait. Il faut faire des sondages téléphoniques. On n'avait pas le contact de la personne. Donc, on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas le tarifer. Donc, c'est gratuit, c'est bien pour l'auditeur. Mais du coup, comment on finance le programme? C'est la redevance ou c'est la pub? Et à l'échelle du numérique, en fait, un contenu qui s'écoute en broadcast, c'est un peu anachronique parce qu'on a besoin de la data, on a besoin de faire de l'algorithme. Et si on ne peut pas classer les contenus en fonction des préférences des gens, bah, on est un peu coincé. Alors, je vais revenir juste sur, parce que je parlais de format innovant. En fait, si on veut s'adapter au numérique, il faut faire des formats innovants. Ouais. Oui, ou dans 5 minutes, si tu veux. Ouais. En gros, je résumerai comme ça, c'est un format qui... Si on veut s'adapter, je me mets à la place, mettons-nous à la place de quelqu'un qui dirige un média, comment s'adapter à l'écosystème web. Je vais juste après dire, pour terminer là-dessus, ce que c'est l'écosystème web. C'est qu'est-ce que c'est un format innovant? On va dire que c'est celui qui va utiliser les nouvelles opportunités technologiques, qui va respecter les différentes dimensions du web, qui va tenter des choses de manière pionnière, qui va essayer de combiner les choses existantes pour en proposer de nouvelles, et en fait aussi, pour donner une définition, qui ne pourrait pas exister sans Internet.
Par exemple, les vidéos AJ+, ça ne peut pas exister sur Internet. Alors qu'une vidéo de rattrapage, ça peut exister sur Internet. Vous pouvez mettre une vidéo d'un film sur une cassette VHS ou un DVD. Mais la vidéo brute, vous ne pouvez pas, puisqu'en fait, c'est par définition une vidéo qui est faite pour être en autoplay, dans un flux. Bon, ça, c'est un format innovant. De la même manière qu'un article qui se lit dans Twitter, de la même manière qu'un contenu en VR, tout ça, c'est des formats qui sont postérieurs à l'invention de l'Internet et donc qui sont 100% numériques. Un exemple, par exemple, ici, c'est ce que fait Urbania. Ça, c'est un format qui est 100% numérique. Alors, je vais voir s'il s'affiche, je ne suis pas sûr. Peut-être sinon, je le mettrai. Ouais. Donc, alors, du coup, peut-être je vais mettre le son. Alors, je vais mettre le son. Et je vais remettre au niveau. War der Vater meiner Schwester, ist er immer und überall an meiner Seite gewesen. Er ging mit mir zur Schule, er wartete am Schulbus, bis ich nachmittags kam. Er ist mit mir wieder nach Hause gegangen und war immer in meiner Nähe. Eines Tages. Alors, c'est un format qui dure 5 minutes. Je ne peux pas le jouer en entier, mais c'est juste pour vous dire que, en gros, ici, c'est une vidéo qui est faite sur le même format. C'est une série, une collection pour Arte qui s'appelle Fragments, qui est produite par Urbania, qui est un producteur, un média canadien. C'est des témoignages, des tranches de vie, une petite historiette qui est racontée en 4 minutes. C'est une vidéo, donc en soi, ça existe, mais ce qui est nouveau, c'est que c'est conçu pour être distribué dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas à l'antenne. Et c'est un format au sens où il est conçu pour être facilement retenir l'attention. C'est sous-titré, donc en fait, on peut le regarder sans le son. On a au début de la vidéo une petite histoire, un petit témoignage en 1 ou 2 phrases qui nous explique ce qu'on va retrouver après. Et c'est un format dans lequel il y a une espèce de charte où il y a 2 valeurs de plan, plus une dernière à la fin, où la personne sort du cadre et on s'aperçoit qu'il y a un dispositif autour, que c'est une espèce de cabine mobile qui est posée dans la rue. Et ça, c'est des collections de séries qui sont faites pour être distribuées sur le Facebook d'Arte et qui sont évaluées non, avec le volume de consommation, mais également le temps d'attention et le temps de like et de partage. En ce sens, c'est un format numérique. Alors, je reviens sur mon truc. Ah oui, j'ai cliqué, donc je ne sais plus comment je sors de ça. Voilà, donc attends pour ça. Je vais fermer. Attends, si je redouble. Ah ouais. Bon, je vais m'en sortir. Oh. Je suis en train de me tordre le cou. Ouais. Je dois avoir un plein écran affiché. Voilà, quitter le plein écran. Voilà, on est revenu et je reviens là. Clac. Voilà, je repasse en mode présentation. Voilà, et là, j'ai perdu mon truc de mon côté. Bon, on va passer comme ça. Voilà. Est-ce que je peux cliquer là? Bon, voilà, je terminais là-dessus. Donc, quand je dis en fait les critères de succès, alors il y en a plusieurs, mais si je devais définir ce que c'est l'écosystème web, en fait, en gros, comment faire pour faire un format innovant qui fonctionne? Je dirais la règle numéro 1, c'est respecter l'écosystème web, c'est-à-dire faire en sorte que ça respecte les 4 dimensions, 3 principales, enfin les 4. Le numérique, c'est un espace qui est hypertexte, dans lequel c'est du temps réel. Ce que je vous disais au début, il n'y a plus de périodicité. C'est un média social dans lequel, en fait, il y a des interactions et des gens. Donc, il faut les intégrer et ils peuvent faire partie de l'offre éditoriale. Et enfin, c'est un média structuré
au sens où ce n'est pas des contenus qui sont à plat, c'est des contenus qui sont organisés, qui sont structurés, c'est-à-dire qui sont balisés. Et donc, il y a une organisation sémantique qui est importante et qui fait que c'est ça qui permet aujourd'hui, notamment, l'ouverture vers l'intelligence artificielle, c'est que les contenus, en fait, peuvent être ensuite moulinés, indexés, et il y a une hiérarchie entre les contenus. Sur Internet, on sait faire la différence entre ce qu'est un titre, une donnée d'indexation, un horodatage, un nom d'auteur, une description longue, une description courte, etc. Et donc ça, bon, je ne vous fais pas le détail, le lien hypertexte, vous connaissez, mais en gros, voilà, le web, c'est hypertexte. Donc c'est compliqué d'ailleurs quand vous arrivez dans un système où, par exemple, sur Arte, comme c'était un média linéaire, c'est comme la radio, ben, comment on fait pour faire en sorte de rendre de la vidéo non linéaire? Comment on fait pour rendre de la vidéo hypertexte? C'est là où on a proposé, par exemple, des web documentaires à l'époque, qui étaient des documentaires interactifs. Donc, par exemple, on a ça sur Prison Valley, sur Gaza Sderot, qui étaient des documentaires qu'on a produits entre 2008, 2011, 2012, 2013, qui étaient des enquêtes interactives dans lesquelles on posait des questions. C'est notamment, si vous allez voir, c'est le cas aussi sur un programme qui s'appelle On Being, donc, qui est produit par Arte. Alors, bon, voilà, parce que je vous enverrai le lien. Mais donc, en gros, où là, on va vous poser des questions, vous répondez. Ensuite, on va vous proposer un film qui est en rapport avec la question qui a été posée, etc. Donc, ça, vous avez un programme aussi comme ça qui s'appelle Do Not Track, qui est vraiment super, qui est un programme qui a été produit par Upian pour Arte. En fait, c'est un programme sur les données et le tracking qui est fait par les cookies, etc., sur vos navigations Internet. Et donc, c'est un programme qui utilise le cookie pour pouvoir vous proposer des contenus et qui intègre en fait cette notion de data à l'intérieur de la narration. Donc, le web, effectivement, le premier point, c'est un média hypertexte. Deuxièmement, c'est un média. Donc, du coup, par contre, comment on fait pour organiser des contenus en intégrant l'hypertexte? On ne peut plus structurer les contenus comme avant, comme ça, on le fait dans un mémoire ou un livre ou un essai avec un grand 1, petit 2, grand 3, etc. Enfin, si je continue, je ne sais plus, hop, je vais cliquer, voilà. C'est un média donc, de flux ou de temps réel. Donc ça, c'est un vieux feed de Facebook. En fait, Facebook, ça a été les premiers à fabriquer du contenu éditorial à partir de la notion d'action. En fait, ils considéraient qu'un contenu avait la même valeur qu'une action. C'est-à-dire, machin a fait ça, machin est ami avec bidule, machin a liké là-dessus. Et il le met dans un flux, et en fait, il organise les contenus, non pas par hiérarchie de l'information, mais par hiérarchie temporelle. C'est la même chose d'ailleurs dans un blog, c'est la même chose dans un flux d'information. C'est le premier en haut, le dernier en bas. Bon. C'est une autre façon de revoir l'information. Les premières pages de 20minutes.fr, par exemple, en France, c'était pareil, c'était des pages, on appelait ça un fleuve. La home page de 20 minutes, c'est un fleuve. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un écoulement de choses, de contenu, de fluide qui se fait de manière temporelle avec un amont et un aval. Et ça structure différemment la façon de produire. Ce qui était auparavant structuré, organisé en chapitres, l'est maintenant en matière hypertexte et dans le flux. Donc, c'est une contrainte. C'est une contrainte qui est aussi posée aux éditeurs. Et ensuite, on va dire, c'est un média structuré. Ça, c'est important. Ça, vous le savez, c'est-à-dire que Internet, c'est des contenus qui sont balisés. Là, vous avez, alors j'ai fait une capture écran d'un fichier. Alors ça doit être une page HTML dans lequel ou un fichier XML sur un flux RSS. Et on voit en vert, il y a une indication de ce qu'est le champ titre, le champ description, le champ description courte, description longue. Et donc, les algorithmes de Google vont indexer ces contenus et accorder des places différentes en fonction des champs d'indexation. Et aujourd'hui, le web est structuré comme ça et on sait ce que provient d'où, on connaît la dimension temporelle des contenus et on peut les interconnecter les uns avec les autres. Comme ça, que sur la page d'accueil de Google, vous pouvez avoir le dernier tweet qui est proposé par quelqu'un, vous pouvez avoir des news, vous pouvez avoir des contenus d'indexation froid et tout ça coexiste.
Et ça, il faut l'avoir en tête. Et vous pouvez embêter des trucs dans les pages. Vous pouvez faire des règles de réappropriation des contenus. Vous pouvez, en fait, il y a une dimension, donc le contenu, et la dimension méta autour, c'est-à-dire le contenant. Et le web, c'est un espace complexe de contenu et de contenant. Et donc aujourd'hui, après avoir fait la majeure partie de l'innovation sur la forme, sur la proposition de contenu, sur la dynamique sociale, aujourd'hui, la dimension la plus forte, c'est la dimension sémantique. Et c'est le fait d'arriver à indexer les contenus en temps réel, de déduire des choses de tout ce qui se passe et derrière, de pouvoir reproposer à partir de ça des contenus structurés qui ont l'apparence de contenus réfléchis, d'intelligence artificielle. La consultation de ChatGPT, c'est assez fascinant. On se dit, bah, oui, là, on a atteint encore un nouveau stade de la numérisation. Et, que ce soit dans la production de contenu, d'écrit ou autre. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la possibilité… Le Monde, ils ont fait ça. Ils se sont dit, les gens, ils ont la flemme de lire les articles, ou alors quand ils vont courir, ou quand ils sont en bagnole. Donc, en fait, on va faire des versions lues. Mais comme ça coûte cher, on ne va pas mettre un comédien qui lit tous les contenus. On a pris 4 comédiens. Ils ont payé à chacun une licence de leur voix. Donc, ils sont mis dans une pièce, ils ont enregistré des textes. Puis après, ils ont enregistré des intonations. Puis après, ils ont enregistré des débuts, des fins de phrases, tout ça. Ensuite, la machine a pris tout ça. Ils ont modélisé les voix de tous les comédiens. Et ensuite, ils ont payé une licence de voix à chaque comédien. Je ne sais pas combien, genre, je dirais, moi, 5 000 balles par an, en disant, voilà, j'ai la licence sur ta voix. Et ensuite, tous les articles sont lus par une des 4 voix. Et ça ressemble à une voix humaine, mais c'est de l'intelligence artificielle qui va recomposer à partir donc des intonations et du contexte de l'article. Il ne va pas lire de la même manière un article court de news avec un article d'analyse, avec un article d'opinion, avec un récit d'actualité. Il va appliquer à chaque fois un traitement de voix qui est un peu différent en fonction du type d'information. Ça me perd le fait sur certaines émissions. Je n'ai pas vu. Mais la synthèse, au départ, on parlait de synthèse vocale, on faisait lire un texte. Bon, maintenant, ça va au-delà. C'est l'intelligence artificielle qui va lire les contenus. Et puis, bon, en fait, je pense que le dernier point là-dessus, l'écosystème web, c'est la notion de bon, oui, bon, je dis structuré. Et la question de réseau social, mais ça, bon, pareil, j'en ai parlé plein de fois, c'est-à-dire que le fait social, la dynamique sociale, l'interaction avec les contenus fait partie de la valeur autour du contenu lui-même. Et peut d'ailleurs même aller jusqu'à représenter de la matière elle-même. Il peut y avoir du contenu de type contributif. En fait, là, c'est pas mal pour l'éditeur parce qu'ils ne payent pas. C'est les gens qui fabriquent du contenu qui est consulté par les autres. Donc ça, c'est encore mieux. Et effectivement, l'autre dimension web, alors j'ai parlé d'algorithme, mais effectivement, ce que je vous disais, c'est la dimension algorithme, la dimension sémantique et intelligence artificielle. En gros, ça, c'est la dimension principale qui structure la façon d'accéder au contenu, de les classer, de les indexer, et qui structure la façon donc de les produire. En gros, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ma vision de la problématique de la transition numérique des médias, en espérant avoir été concret et pas trop fouillis et pas trop savant non plus ou expert dans l'utilisation des termes. Mais du coup, voilà, je peux répondre à évidemment toutes vos questions, les plus simples comme les plus complexes. Le truc, c'est que si on faisait des prévisions qui se vérifient, on ferait tous fortune parce que c'est toujours des paris qui sont compliqués. En fait, à part dire il y a un prolongement de la dynamique actuelle, en gros, qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire des prévisions? Toujours pareil, on est très structuré aussi par la loi de Moore, c'est-à-dire la puissance de calcul des machines, la miniaturisation et le haut débit. En gros, plus vous avez du haut débit, plus vous pouvez faire passer de choses, plus vous pouvez aussi faire des calculs à distance
Avant, il fallait calculer sur la machine les choses. Bon, bah maintenant, les calculs sont faits sur des serveurs et comme il y a eu au début, vous pouvez avoir l'information en temps réel. Donc, vous pouvez mutualiser les calculs. De la même manière que vous mutualisez le stockage dans le cloud, vous n'avez plus besoin d'acheter 45 gigas Tera sur un téléphone puisque vous mettez tout dans le cloud et vous y avez accès à distance. Donc, ça va continuer. Donc, du coup, pour moi, les innovations principales dans les années qui viennent, comme je vous disais à l'instant, ça va se faire sur la dimension intelligence artificielle et sémantique. En gros, c'est effectivement tout ce qui concerne l'automatisation de la production, alors du classement et de l'accès. Parce que, pourquoi il y a eu des algorithmes comme Google, c'est qu'on arrivait, par rapport à l'époque de Yahoo, où c'était classé dans l'ordre. Après, quand ça marche, quand on a 5 000, 10 000 sites, bon, quand on a 1 milliard de pages, on ne peut pas les classer comme ça. Donc, il faut trouver d'autres moyens d'accéder au contenu. Bon, et c'est là où Google innove en disant, moi, je vais inventer un truc, le PageRank, donc qui fait que quand on tape un truc, ça va remonter, que ça va être pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais utiliser d'autres critères que le classement thématique. Je vais regarder le nombre de mots dans la page, je vais regarder les liens, le backlink, le nombre de liens qui pointent sur une page, je vais regarder comment les données d'indexation sont faites. Donc, je vais analyser ce qui est titre, ce qui est du contenu. Je vais analyser les images. Bon, aujourd'hui, il analyse tout, y compris les images. Il peut vous dire, Google, il peut vous faire la description de si c'est quelqu'un qui est devant un arbre ou derrière un arbre. Enfin, il arrive. Bon. Et tout ça, comme la puissance de calcul permet de faire des traitements automatisés, et ben, du coup, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est une fausse notion. C'est uniquement du calcul algorithmique et des bases de connaissances et d'apprentissage. Et donc, du coup, c'est un traitement des erreurs et c'est du machine learning. Et donc, du coup, on perfectionne le modèle en traitant les exceptions ou les erreurs. Et donc, on apprend à la machine, ah ben non, ça, c'est une erreur. Alors, il se dit, OK, la prochaine fois, ben, je vais affiner, je vais diminuer le taux d'erreur parce que, du coup, j'ai appris du fait que ça, c'était pas bon. Et en fait, l'innovation principale de l'accès aux informations, c'était quand même Google. Mais effectivement, maintenant, ça va au-delà. C'est-à-dire que comme la masse d'informations, elle a encore augmenté, que l'information, elle n'est plus uniquement écrite, mais elle est vidéo, elle est audio, et que la production de contenu audio et vidéo est fait en temps réel, puisque les gens filment leur vie en temps réel et le redispatchent. Il y a des Twitch, il y a du Instagram, du Reel. Bah, du coup, il faut traiter cette masse d'informations de manière algorithmique, l'indexer, et puis derrière, pouvoir favoriser, créer des règles de calcul d'accès, etc. Donc ça va continuer. Alors du coup, pareil, il y a des biais, parce qu'au bout d'un moment, si on vous propose que ce que vous aimez, bah, du coup, vous vous enfermez. Donc ça, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il y a plus on est enfermé dans une bulle de filtre de contenu, plus on propose des vidéos de camions, parce qu'une fois j'ai cliqué sur une vidéo de camion, plus en fait il y a de la place pour proposer des choses sur la base du marketing de l'offre, c'est-à-dire des contenus en fait que je ne vais pas penser moi à aller chercher. Par exemple, si vous prenez la différence entre l'algo Spotify de recommandation de musique, on vous propose ce que vous aimez. Bon, mais au bout d'un moment, vous êtes enfermé. J'en ai marre du reggae, c'est chiant le reggae. Donc en fait, et un jour vous écoutez FIP, et là, FIP c'est fait à la main. C'est-à-dire en fait, c'est des programmateurs qui fabriquent des tranches en programmant des contenus avec des références culturelles qui leur sont personnelles, donc avec de la sensibilité. Et ça, la sensibilité, en fait, la machine, elle n'est pas capable aujourd'hui de l'avoir. Même dans la science-fiction, c'est compliqué. Donc, en fait, mais elle va, nul doute que d'ici 10 ans, le travail humain de programmation de FIP pourra être fait par une machine. Parce que lui-même aura intégré la dimension nécessaire d'aléatoire pour pouvoir pas être prévisible. Aujourd'hui, je vais sur mon truc Instagram, enfin pas Instagram, Spotify. Bon, ben, il va me mettre des trucs que j'aime bien. Donc, c'est super, j'aime bien. J'aime bien. Mais en fait, ce qui est bien dans la vie, c'est de tomber sur un truc qu'on ne savait pas qu'on aimait et qu'on découvre. Et donc, du coup, l'algo, il va apprendre. On va lui dire, non, mais mets des trucs que la personne n'a pas pensé à écouter. Et donc, il va analyser d'autres données. Il va dire, bah, tiens, comme elle a bien aimé cette personne tel truc, je vais lui proposer une chanson allemande et tout, je vais lui proposer
du jazz allemand. En même temps, je fais le lien parce que c'était la même année qu'un autre truc du jazz russe. Je vais faire une proposition un peu atypique. C'est sûr que ça va continuer. Donc, la difficulté, ça va être d'intégrer ça dans la production des contenus et en gros, de trouver notre place en tant que cerveau humain perfectible pour continuer à avoir une justification. Parce que, de fait, on ne pourra jamais remplacer le travail de création d'un auteur. On ne pourra pas s'en approcher avant un petit moment. La capacité d'avoir un point de vue doué de sensibilité, nourri de manière aléatoire, avoir un point de vue… voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, en tout cas à court terme. En tout cas, dans la civilisation qui est la nôtre, dans le paradigme qui est le nôtre, voilà. C'est à peu près sûr qu'on finira par s'en approcher et en tout cas à tromper la vigilance, quoi. Donc, du coup, voilà. Et dans les médias, ça va continuer à progresser. J'ai des questions sur le chat. Vas-y. Une de Guillaume Vervial qui dit bonjour, merci. Pouvez-vous et voulez-vous indexer les contenus podcast à partir du signal audio? Oui. Alors, on fait… Alors, pareil, les outils de speech to text ont beaucoup progressé. Alors, on les utilise beaucoup en amont de la production pour faire le montage. Avant, on écoutait, mais il y a 4-5 ans, hein, et puis on renotait sur le truc. Bon. Et maintenant, vous avez des outils comme Trint, vous mettez le fichier audio et il sort tout le truc, tout le texte. Il reconnaît les entités nommées, tout ça, c'est hyper bien foutu, les noms propres et tout, c'est assez bien foutu. Et après, vous pouvez monter directement avec ça. Bon. Aujourd'hui, il y a quand même une opération manuelle. Alors, l'outil s'appelle Trint, T-R-I-N-T. C'est un abonnement payant qu'on a. Nous, on paye 5 000 € par an pour 8 postes. Mais par contre, on ne pourrait pas travailler sans ça. C'est un outil de production. Mais vous avez des outils gratuits qui font du speech to text de manière assez dingue, hein, aussi. Effectivement, aujourd'hui, la plupart de l'indexation se fait après passage à l'écrit d'abord. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les vidéos sont indexées. Il y a du sous-titrage automatique qui est fait. Ce sous-titrage est lui-même indexé. Donc, en fait, on va arriver dans une… Comme il y a une puissance de calcul qui est aujourd'hui disponible et facilement, bah, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la capacité d'indexation de la plupart des moteurs va progresser. Donc, du coup, l'indexation des contenus linéaires, qui n'était pas tellement possible, va devenir possible. Donc, du coup, ça va proposer d'autres dynamiques. Une autre question de Chantal Charnet. La recherche de podcasts à partir du profil de l'auditeur n'est-il pas réducteur? Vous avez parlé de la matinale du quotidien Le Monde. Cela veut-il dire que l'actualité à venir sera proposée en fonction des articles que vous avez sélectionnés? Et alors, justement, comment sortir de cet enfermement en tant qu'auditeur? J'en ai un peu parlé sur la musique. Il y a un avantage sur la recommandation algorithmique. C'est que du coup, on vous cible. Et du coup, vous avez plus facilement accès à des contenus qui vous intéressent. C'est pareil, quand vous allez sur Amazon, ils se disent « Ah, il a acheté une fois un skateboard, on va lui proposer… » Ou c'est pareil, un jour, vous tapez « Tiens, je vais en vacances à Dublin avec ma fille au mois de mars. Je me tape que des pubs sur Dublin partout. » Ça, bon. Et en fait, alors que j'ai déjà pris mon vol, ils m'ont dit « Ah, prenez un vol pour Dublin, prenez un hôtel à Dublin. » Et je dis « Mais putain, arrêtez de me suivre, les gens, là, arrêtez les forceurs. » Et en fait, ça a une limite. Et c'est pareil sur l'éditorial, la matinale du Monde. Quand il sait ce que vous aimez, il vous propose. Mais du coup, vous n'avez plus la découverte, la sérendipité qui est celle que vous avez dans la vie réelle. Quand vous allez dans une librairie ou vous cherchez un bouquin, puis hop, vous envoyez un autre qui n'a rien à foutre là, et dit, ah ben tiens, je vais prendre celui-là. Ben, ça, vous avez besoin de ça. On est des humains on a besoin d'aléatoire. On a besoin de découvertes, on a besoin de rencontres hasardeuses. Après, justement, je pense que comme l'algorithme, on va lui dire ça, eh ben on va intégrer la dimension hasardeuse à l'intérieur de l'algorithme. Donc, on va de plus en plus aller vers un système de recommandation qui intégrera cette dimension-là pour rester performante. C'est sûr, c'est à peu près sûr. Mais alors, pour sortir de l'enfermement, la difficulté, vous parlez, la personne qui a l'acronyme CC, vous parlez de la question de la découvrabilité, notamment des podcasts, qui est un sujet
qui est complexe. Aujourd'hui, la plus grande découvrabilité des podcasts se fait par le bouche à oreille. C'est-à-dire, vous êtes en train de boire un coup, quelqu'un dit « Ah, mais j'ai écouté ce podcast. Ah bon, c'est quoi? Tiens, hop, on sort l'ordi, on le note. Enfin, le téléphone, on le note. » La plupart du temps, les gens découvrent les podcasts comme ça. C'est pour ça que pendant le confinement, comme il n'y avait pas d'apéro et de trucs, les gens ne découvraient pas de podcasts. Donc, on a perdu un peu d'audience. Mais ça va bouger, parce qu'aujourd'hui, sur Spotify, vous avez un podcast, si vous en proposez un autre, bon, vous avez un système de découvrabilité qui est le même aujourd'hui, qu'il va y avoir sur les… Donc, ça va progresser. Mais c'est vrai que pour écouter du contenu audio en radio, vous êtes fidélisé à une station. Et en général, les gens écoutaient la radio que leur père écoutait. Parce que l'hétéropatriarcat faisait que c'est le père qui mettait la musique à la maison, c'est lui qui conduisait, et dans la voiture, il mettait la radio. Et donc, moi, j'écoute France Inter, parce que mon père écoutait France Inter. Bon. Je suis passé à France Info après quand ça existait, puis je suis un peu resté entre les deux. Bon, voilà. Les gens qui écoutent Europe 1, c'est que leur père écoutait Europe 1. Et c'est comme on met 30 ans à changer son habitude en radio broadcast. En podcast, vous n'êtes pas du tout lié à une marque d'éditeur, vous êtes lié à un contenu. Et du coup, pour trouver, vous vous abonnez en RSS, vous êtes notifié, mais c'est plus aléatoire. Donc, la recommandation, elle est complexe. Aujourd'hui, en podcast, effectivement, Chantal, il y a Télérama qui fait de la critique de podcast. Vous avez Le Monde aussi qui fait la critique de podcast. Et souvent, les gens découvrent des podcasts par d'autres podcasts. C'est-à-dire des podcasts qui parlent d'autres podcasts. Et les gens disent « Ah, tiens, je vais écouter ce truc. » Alors, une autre question de… Alors, peut-être avant, parce que les étudiants, à un moment donné, certains vont devoir partir. OK. Donc, s'il y avait des questions dans la salle, à la limite, on peut traiter après les questions sur le chat. Oui. Parlez bien fort pour que les gens connectés. Comment ces médias, notamment avec un peu qui démerde, sur le niveau de vente? C'est un sujet qui est encore à l'œuvre, mais comme dans le reste de l'économie. Les médias ne sont pas en avance sur ce sujet, ni en retard. En tant qu'entreprise, elles ont une responsabilité sur la question de l'empreinte écologique. Donc, elles intègrent au sein, alors, ou pas, mais en règle générale, la plupart des entreprises intègrent la question de leur empreinte carbone. Aussi parce que, par exemple, nous, à Binge, une bonne part des gens qui travaillent, étant un peu de votre génération, ont ça de manière un peu réflexe. Par exemple, quand on se déplace, on prend le train systématiquement, etc. Dans la façon de se comporter, dans la façon de produire, etc. Mais en tant qu'entreprise, mais on ne fait pas plus ni moins qu'une compagnie d'assurance ou un restaurant. Il y a en disant, si on se déplace, essayons de privilégier plutôt tel mode et tout ça. Bon. Après, il y a dans la façon de diffuser des contenus sur Internet, ça consomme de la donnée. Donc là, pareil, c'est-à-dire que ça suppose de trouver la bonne compression. On est plutôt sur du MP3 qui est compressé par rapport à des formats non compressés comme le WAV qui sont 10 fois plus importants. Donc, on va plutôt favoriser ça aussi pour des questions même de performance, parce qu'en fait, un fichier plus compressé et plus léger, donc il va être plus disponible, plus facilement téléchargeable. Mais de toute façon, on est soumis de fait au même défi que le reste des activités culturelles du secteur numérique, c'est-à-dire qu'on utilise la bande passante, on utilise du serveur, donc en fait de l'électricité, plus on génère de la déperdition énergétique, et du coup on est sensible de plus en plus à la façon dont nos fournisseurs intègrent ça eux aussi dans la réflexion. On l'a jamais encore à ce stade fait. Ce serait intéressant d'ailleurs comme défi, d'ailleurs, c'est une bonne idée, en disant tiens, on va faire un podcast sur la façon de faire un podcast vert. Bon. C'est un bon angle. Si je le fais, je vous ferai savoir que c'est une idée que vous m'avez donnée. Mais en fait, il y a un gars qui fait un podcast qui s'appelle Super Green Me. Alors lui, c'est un podcast sur sa transition écologique à lui. C'est-à-dire, en fait, il explique, c'est un gars qui s'appelle Lucas Calcriti. Il explique comment, pendant un an, il va diminuer de manière drastique son empreinte, mais plutôt dans sa vie domestique, quoi. Là, on peut forcément rendre un podcast plus vert.
Si je devais dire comment, je pense que c'est dans la façon de le produire. Donc, les déplacements, l'utilisation de ressources, principalement, c'est ça. Et la façon de le mettre à disposition avec un certain volume pour diminuer son empreinte. Après, on va être limité dans la capacité de mesurer, tout ça, mais c'est un sujet intéressant pour évaluer l'empreinte d'une écoute podcast. Ce serait intéressant d'aller chercher, de faire une enquête autour de ça. Ça peut faire l'objet d'une réflexion, ça. On n'a pas, la chance qu'on a, c'est qu'on est 100% numérique, donc du coup, on n'a pas comme d'autres. Alors, on est aussi éditeur de livres, par exemple. Alors, éditeur de livres, c'est intéressant. On entrepose les livres. Bon, pour les fabriquer, on utilise du papier recyclé. Bon. On utilise des encres qui sont, pareil, qui n'ont pas d'effet délétère sur l'environnement. Mais bon, ça ne suffit pas. Une fois que vous envoyez, on transporte quand même les trucs, il faut les emmener dans les librairies. Il y a un truc en librairie qui s'appelle le retour. C'est-à-dire, au bout d'un an ou 6 mois, 3 mois, le livre il n'est pas vendu, le libraire a le droit de le retourner au diffuseur. L'entrepôt est dans la Creuse, à côté de Bourges. Et le diffuseur, lui, comme le bouquin il revient, bah, il a une empreinte d'étiquette, de colle, il est manipulé, il est un peu corné. Hop, il met ça au pilon. Donc nous, ce qu'on a fait, et il nous dit, bah, voilà, j'ai une palette de pilons, j'ai 1000 bouquins, qui sont neufs, mais pas vendables. Bon, bah, nous, on les récupère, on les tamponne, interdit à la vente, ensuite on les donne, ou on les fait passer en circuit d'éducation, par exemple les associations qui vont en prison, des ateliers de lecture en milieu scolaire, etc. Pour pas justement avoir à les détruire, qui supposerait de l'énergie pour les brûler et puis du gaspillage de tout ce qui a été utilisé pour fabriquer le papier. Ça. Voilà, on le fait à notre mesure, mais on n'est pas très exemplaire parce que par ailleurs, on est consommateur de bande passante. Quoi. Oui, Laurent. Ce que je disais, c'est que si les étudiants veulent en profiter. Tous? Ah non, ils ne sont pas. J'en profite pour le remercier parce que je m'en suis un peu je suis la première sur le micro. Ah oui. Donc, j'ai pas eu le temps de me tenir avant. Je réagis très vite. On se voit la semaine prochaine. On parle de quoi une précision, ce sont des étudiants qui sont dans un parcours de licence médias en ligne, en fait, et qui sont en partenariat avec une école en ligne qui s'appelle le SUJ. Ok, oui, que je connais à Montpellier. Ouais. Et qui, donc, il y a eu sur aussi un master de journalisme numérique de nouvelles écritures. Donc, on est évidemment particulièrement intéressé par ce que vous venez d'exposer. Et bon, moi, je vais vous en remercier. On va libérer ceux qui veulent partir. J'aurais une question. Est-ce que c'est... Je vous en prie, allez-y. En fait, bon, est-ce que suite à l'échange moi, je suis un peu plus âgé générationnellement, hein, j'ai quelques années de plus, mais finalement, beaucoup qu'on me prend dans le technogenèse que vous avez abordé là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une série d'adaptations qu'on a générationnellement pu, comment dirais-je, effectuer dans lequel on a vu notre parcours personnel de vie, hein, en tant que les médias ont eux-mêmes. Tout à fait. Alors, je dirais même qu'ils ont changé moins vite que nous. On ne prend pas partout. Comme c'est ce que j'ai observé pour la presse écrite et pour la radio particulièrement. On s'intéresse beaucoup à la radio, pas mal d'engagement sur ces questions en termes de recherche. Il y a des gens qui s'appellent la radio, on a d'autres forums dans ce cadre-là, et effectivement, il y a ce tournant du numérique. Bon, ok. Puis, vous avez montré que il y a bien sur les formats nativement numériques toute une série d'engagements qui subvertissent finalement le cadre des classiques. Ça, c'est important parce que ça veut dire que ce tournant a été pris, et il a été pris qualitativement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre présentation aussi, c'est le fait que vous avez montré
comment, en fait, on se pose des questions sur la nature même de ce qui est porté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois sur le contenu et sur l'éthique, parce qu'il y a un environnement, un écosystème, bien sûr, numérique, auquel on doit réagir, on doit s'adapter, et sur lequel on se pose des questions. Dans ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a cette question du tournant environnemental, qui nous saute au visage à tous, même si on le sait depuis longtemps, on le trouve dans le délit, plus ou moins, etc. C'est très bien. On sait qu'on va essayer de le tourner pour en faire, et puis ça pêche par des pas. Mais on a énormément aussi de tendances et de contre-tendances, c'est-à-dire, finalement, il faut faire moins. Il faut faire moins, c'est-à-dire que finalement, moi, ce qui me frappe, c'est aussi tournant que tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque individu, ok, c'est plus, c'est mieux, il y a un côté effet seuil qui a été fascinant quand on a découvert il y a quelques mois de ça, la version 3 de ChatGPT. Ok. Et donc, effectivement, c'est une intelligence artificielle qui change la donne pour des tas de raisons. Et qui reste quand même assez classique, en fait, hein, dans sa structuration. Ce sont des algorithmes qui ont été inventés dans les années. Oui. Mais ils ne sont applicables qu'aujourd'hui. En même temps, elle pose la question de jusqu'où il faut aller, à la fois en termes de quantité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut produire autant de choses comme ça et autant de textes avec ça, parce que finalement, si c'est une IA qui lit et qui produit du texte, à quoi sert de la faire lire par des humains? Ça pose cette question du tournant, dans le tournant, je dirais. Et de l'autre côté, sur la qualité, c'est-à-dire ce qu'elle fait, ce qu'elle est capable de faire, moi je suis d'accord avec vous, hein, dans quelques années, on aura la capacité d'analyser suffisamment les façons dont les humains déploient leur sensibilité, dont ils interagissent avec leurs émotions, pour faire autrement. C'est-à-dire pour le faire par des machines. Mais le problème, c'est qu'à force de faire ça, aussi la branche sur laquelle est la création elle-même. Oui, tout à l'heure, les journalistes ont dû changer. Mais ils changent tout en essayant de se poser la question de comment rester soi-même. Là, ils ont, avec le bras de fer avec Google, qui a duré 15 ans, ils ont réussi à modifier une vie. J'espère que vous y arriverez aussi, parce que moi, ça me fascine de voir qu'ils vous tordent le bras du côté d'Apple et du côté de Spotify. Oui. Le problème, c'est ça, mais c'est vous qui produisez. Mais en fait, dans ce que vous dites, il y a plusieurs remarques. Le premier point, c'est que on pourrait penser qu'il y a une course. C'est la question qui était posée aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on pourrait se dire, version pessimiste, il y a une course aux armements et à la numérisation, à l'algorithmisation, l'intelligence artificielle pour être dans un monde méga informationnel et qui n'a plus de sens parce qu'au bout d'un moment, il y a un stade où on ne peut plus ingérer ces contenus. Il y a une partie de ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a que 24 heures dans la journée, mais qu'est-ce qui se passe? Netflix se dit, hop, pour pousser plus de contenu, je vais faire la fonction x2, x4. Donc, en fait, vous pouvez rentrer plus de visionnage dans une même… c'est-à-dire les gens, ils regardent, et peut-être vous le faites ici en accéléré. Parce que, et pourquoi? Et c'est paradoxal, c'est que Netflix, pour fabriquer plus d'heures, ils ont tendance… Moi j'ai arrêté les séries… Bon, j'ai un abonnement famille, parce que mes enfants, sinon, si j'enlève, j'ai un sit-in à la maison. Donc, mais en gros… C'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a quelques années, j'ai arrêté l'abonnement Canal. Quand ils ont commencé à mettre Hanouna sur Canal, je me suis dit, mais pourquoi je paye ce truc? Et en fait, je ne savais même plus combien c'était. J'ai regardé, je fais, c'est 45 balles. En plus, j'avais les chaînes rugby, tout ça. Bon, pour me désabonner, j'ai dû envoyer un courrier à la date anniversaire, c'est cette année. Il y a hors de question que je finance ça. Et personne n'a rien dit à la maison. Par contre, un jour, je n'avais pas mis ma carte bleue à jour dans Netflix, pas de Netflix. Alors là, au bout d'une heure, c'était la révolution. Et en gros, les enfants qui faisaient les gilets jaunes et tout, on veut Netflix. Bon. Mais quand on regarde, comme ils n'ont pas beaucoup de pognon, ils ont tendance, en fait, on débunk le truc assez facilement. Ils veulent, eux, capter l'attention pour faire la valeur. Et du coup, ils se disent, ils utilisent une technique qui consiste à faire beaucoup de plans de liaison. Donc, c'est-à-dire que dans The Crown, la majeure partie du temps est passée par les personnages à marcher dans des couloirs très longs. Et on filme bien la voiture qui rentre dans la cour, personne qui descend de la bagnole. Mais alors, ça se fait… Alors oui, ils vont justifier ça par une raison esthétique en disant
c'est pour montrer la solitude du personnage dans un environnement qu'il dépasse. Mais la réalité, c'est que les temps d'action sont assez limités. Il n'y a pas de densité. La série, par exemple, les séries les plus intéressantes, c'est là où on voit, c'est celles qui ont la meilleure densité. C'est Better Call Saul, c'est The Bear, par exemple, sur Disney. C'est une série extraordinaire parce que c'est 26 minutes. En fait, ils ont compris, ils veulent. Et en fait, Netflix, ils font ça. C'est une alternance de trucs très denses. On se dit, ah, c'est bien Netflix. Puis après, de trucs. Narcos, par exemple, super. On dit, ah, bah tiens, je vais regarder. C'est produit par Gaumont. C'est une série très dense, bien écrite. Et puis après, vous dire, je vais regarder Le Chapeau. Ben, c'est la même chose avec 4 fois moins d'argent. Donc en fait, la majeure partie du temps, c'est le héros qui est filmé avec des musiques pathétiques. Donc, on voit bien. Et du coup, le truc qui marche à l'envers, c'est que comme c'est trop long, ben, du coup, les gens n'ont pas le temps d'en voir assez, donc ils mettent la fonction pour le voir en double vitesse. Mais il y a aussi, si vous regardez, moi j'avais un étudiant qui était non-voyant. Lui, il a une tablette braille. Et puis, en fait, il a un logiciel de lecture de synthèse vocale. Et en fait, quand il écoute le texte, il le fait à une vitesse, il lit plus vite, en fait, que nous. C'est-à-dire qu'en fait, le texte est lu de manière très rapide et il a une capacité d'intégration du texte qui est à peu près 3-4 fois supérieure à la mienne, voyant. Donc, techniquement, on peut faire rentrer plus de trucs dans une même journée. Mais après, il y a une limite quand même, puisque du coup, nous, on ne peut pas rajouter des barres mémoire. Donc, de toute façon, même si on peut imaginer sur quelques millénaires des transformations génétiques, mais en gros, il y a une limite qui est celle temporelle. On ne pourra pas toucher la limite quantique. Voilà, bon. Donc, là, je pense qu'il y a une adaptation. Et à ce stade, on le voit, c'est là la partie espoir, c'est que plus on est dans une espèce de fragmentation et de consommation frénétique de contenu. Quand vous regardez des Reels, en fait, vous êtes aussi dans un système qui finit par être anxiogène, qui finit par créer de la dépression et qui est un système un peu comme quand vous consommez du crack. En fait, c'est des trucs qui font 7 secondes, comme ça. Et bien, fatalement, aujourd'hui, il y a un balancier qui s'opère. Vous avez besoin d'espace avec de la consommation linéaire. Nous, on le voit, les gens qui écoutent nos podcasts, c'est 25 minutes de durée moyenne d'écoute. C'est extrêmement long. Sur Snapchat, vous êtes à 3 secondes, 4 secondes. Mais du coup, c'est les mêmes. Ils ont une consommation Snapchat ou Reels à un moment, mais du coup, ils ne sont pas rassasiés. C'est juste un shoot, mais en fait, ils n'ont pas mangé, quoi. Donc, ils ont besoin d'avoir à un moment donné aussi quelque chose de consistant. Ils ne peuvent pas manger juste un Mars, ça ne va pas à la machine à café. Ils ont besoin, à un moment donné, de manger du féculent, des trucs. Et du coup, c'est pareil, je pense, chez tout un chacun. Moi, j'ai une fille qui a 19 ans. Je vois, elle est sur des Reels, des fois, pendant je me dis, mais je suis inquiet quand même. Je dis, non. Et à côté de ça, elle va être capable de lire, alors quand elle était ado, des trucs de young adult, littérature, de romance, mais en fait, sur 14 tomes, de manière linéaire, sans décrocher, quoi. Les gens, on pourrait penser qu'on est trop dans la culture du fragment et que tout va être hypertexte et tout va être satisfaction rapide et qu'il n'y a plus de place pour la longueur. Non, je pense qu'au contraire, il y a de la place pour la longueur. Et du coup, c'est là où, pour nous, les hommes et les femmes, il nous reste de la place pour pouvoir créer de la surprise. Par contre, on doit obéir, on le voit sur le podcast. Il faut capter l'attention. On est quand même dans une économie de l'attention. Mais on va dire, c'est comme les romans. On parle de page turner, c'est quoi? C'est un truc où vous ne pouvez pas arrêter de tourner les pages. C'est que c'est fait avec une technique qui permet de capter l'attention. Avec des cliffhangers. Ah merde, je voulais m'arrêter, je voulais me coucher. Merde, ça termine. Cliffhanger, clac, on continue et hop, on est reparti sur 3 quarts d'heure. Pareil, nous, en podcast, on utilise ces techniques, ces astuces, voire ces trucs, pour maintenir l'attention le plus longtemps possible. Mais des fois, on le fait. Les couilles sur la table, c'est vraiment contre-intuitif. Ce n'est pas du tout narratif. C'est un format d'entretien avec une journaliste, avec des essayistes, des sociologues et des autrices militantes. Bon, en soi, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, hein, ça a été fait depuis le début de la radio. C'est juste qu'il y a un travail qui est fait en amont. La forme, elle est simpliste, hein, il y a une intro, il y a des entretiens. Mais du coup, la qualité du travail, qui est la partie qu'on ne peut pas la qualité du choix de l'invité, l'implication de la personne, le type de questions, un peu de montage, fait que c'est un contenu qui est adapté à l'écosystème et qui est purement non aujourd'hui fabricable à moyen long terme par une intelligence artificielle, puisque par définition, ça va aller chercher dans des zones, on va dire, de la connaissance humaine qui sont imprévisibles, quoi.
On prend la dernière question posée donc par Julie Kael sur le chat. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Je réalise un doctorat sur la transformation des contenus et des modes d'écoute des auditeurs dans le contexte numérique. Est-ce que vous pensez que la radio est aujourd'hui capable de développer des nouvelles formes de podcasts innovants et interactifs? Des recherches que j'ai pu effectuer, j'ai l'impression que la dimension interactive de la radio, de flux et des podcasts est très limitée et je trouve ça dommage, surtout quand on compare à l'époque des radios libres ou radios de nuit. Également, je pense qu'il serait intéressant que la radio collabore avec des médias numériques de streaming tels que Twitch et ses créateurs de contenu pour développer de nouvelles formes de contenu. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Alors bon, c'est un vieux sujet. Alors par ailleurs, celles qui n'ont pas le temps de poser des questions, vous pourrez le faire. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur où vous voulez. Mon mail, c'est, je ne sais plus si je l'ai mis là, mais vous l'avez. Non, c'est joël.ronez@. binge.audio. Mais vous me trouvez facilement. En gros, ou sur LinkedIn, vous demandez sur LinkedIn. C'est un vieux sujet parce que justement, je me suis occupé de la transition digitale de la radio et comme je disais, au bout d'un moment, en gros, j'avais un budget de 7 millions d'euros, ça représente 1% du budget de la radio. Donc on se dit 7 millions, c'est beaucoup, on peut faire plein de trucs. La réalité, c'est que c'est 1%. Donc, vous ne gérez pas la transition digitale avec 1%. Vous êtes vraiment, en fait, c'est accessoire. Donc j'avais un peu l'impression de gérer la fin de la sidérurgie ou des hauts fourneaux de Lorraine, quoi. Bon, donc au bout d'un moment, c'était un peu fatigant et c'est pour ça que j'ai décidé de créer. Mais en fait, c'est le propre des grandes structures, des grandes organisations. C'est compliqué d'innover à l'intérieur des vieilles maisons. C'est d'ailleurs pour ça souvent que les vieilles maisons font de la croissance externe et achètent en fait des boîtes qu'elles intègrent ensuite parce qu'en interne, il y a une culture qui n'est pas portée sur l'innovation. La radio, c'est ça. La radio, d'abord, fabrique 100% des contenus. La radio a une structure d'âge, d'auditeurs très âgés. Les auditeurs de Radio France, ils ont 55-60 ans. Donc, ça structure la façon dont un référentiel culturel. Mais du coup, la force de la radio, c'est d'être très fort sur cette tranche d'âge. Mais du coup, la force du broadcast, c'est d'être fédérateur. Il faut plaire en fait à la grand-mère et à son gendre et à son petit-fils. Il faut rassembler tout le monde. Donc, du coup, c'est plutôt le compromis. Alors que le podcast, c'est la radicalité. Et on ne peut pas faire les deux dans la même maison. C'est comme si vous dites à un restaurant, j'essaie de trouver une métaphore qui peut marcher, mais en gros, oui, un restaurant qui fait des produits basques, vous lui dites du jour au lendemain, il faut faire de la bouffe végane, macrobiotique, ça, il ne sait pas. Et puis du coup, il n'est pas légitime pour le faire. Puis il n'a pas la clientèle pour ça. Bon, c'est pareil sur la radio. La structure de management, la façon de fabriquer les programmes, de les concevoir, est organisée pour faire du broadcast. Et donc, du coup, moi, je suis parti de la radio aussi pour ça, parce que je trouvais que c'était une culture plutôt âgée, très tournée vers la nostalgie. Mais encore une fois, je ne veux pas être critique, parce que je trouve que le travail qui est fait par le service public de la radio, de la télévision, il est nécessaire, il est utile, c'est la fierté de ce pays d'en avoir un. Mais il y a une lassitude au bout d'un moment. Disons que j'ai préféré faire des choses que mes enfants pouvaient écouter plutôt que des choses que mes parents écoutaient. Et donc, pour finir là-dessus, c'est que, par exemple, Radio France, c'est une maison qui est aussi… mais il n'y a pas que la Radio France dans la radio, mais c'est quand même la moitié des parts de marché en France, notamment en podcast, c'est 2/3. Les gens qui dirigent, c'est une culture plutôt très, très âgée, plutôt homme. C'est une maison qui n'est pas très facile pour les femmes, tout ça. Donc, en fait, on perd en diversité. Donc, moi, je me suis dit, il faut qu'on bâtisse un autre référentiel. Mais on ne peut pas le faire à l'intérieur. Et donc, la limite que vous pointez, Julie Kael, c'est que la Radio France fait des très bons podcasts natifs, mais ça reste toujours à la marge. Ils font une série là, sur Léon Blum qui est super. Ils ont fait une série sur France Culture. Il y a des super podcasts. Mais il y a d'ailleurs, France Culture, c'est un cas particulier parce que mondial, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. C'est une radio techniquement de podcast, parce que c'est une radio de contenu froid. Alors que la radio, ce n'est pas froid, c'est plutôt chaud. C'est du flux, c'est de l'actu, c'est du divertissement et de la musique. Bon, en gros, ça, en fait, France Culture, c'était d'emblée une radio de connaissances. Bon. Donc, quand ils l'ont podcasté, ils ont eu des chiffres de ouf, parce que vous écoutez un
les nouveaux chemins de la connaissance d'il y a 3 ans, 4 ans, un à voix nue d'il y a 5 ans, il n'a pas bougé. Ça reste valide parce que c'est du contenu froid. C'est du contenu théorique qui se périme peu. Même la forme, elle est assez résiliente. Et donc, c'est vrai que la difficulté pour la radio, et après, c'est aggravé par un phénomène, c'est que la radio, il y a 100% de production interne. Arte France, ils produisent que l'info en interne à Strasbourg, mais sinon, toute la production, elle est commandée à des producteurs délégués. Et les producteurs, c'est une économie, en fait, je dirais, d'offres et de demandes, et eux-mêmes se renouvellent, ils renouvellent leurs talents, ils renouvellent les formats. Il y a une économie qui est comme ça, là, en fait, la radio, 100% de la production est faite en interne avec des gens qui ont des carrières longues et donc, du coup, qui sont… Alors, c'est un paradoxe, c'est que ça rend la radio très résiliente jusqu'à un certain point où ça craque. Et aujourd'hui, on est au point où ça craque, c'est-à-dire chaque vague de mesure de la radio broadcast, on perd 1 million d'auditeurs. Mais comme on partait de 80% de… Moi, quand j'ai arrêté en 2014, la radio avait 80% de taux de pénétration. Et donc, on se disait, bah, on est les rois du pétrole, c'est bon, il ne peut rien se passer. Il y a 40 millions de personnes qui écoutent la radio, c'est bon. Mais en fait, quand vous commencez à enlever 1 million par an, tous les 6 mois, clac, 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 et après, là, on est à 71%. Puis après, c'est la pente, c'est la piste noire. C'est-à-dire, vous descendez et après, vous enlevez un paquet de 2,5 millions, 3 millions. Et d'un seul coup, vous n'êtes plus… Et en fait, aujourd'hui, ce qui est fait par la radio en podcast, ça ne peut pas techniquement compenser en fait la perte de vitesse de l'autre côté. Il faudrait faire des réattributions massives de budget, ce qui suppose une perte d'un seul… Parce qu'en fait, si vous fermez des chaînes pour en faire d'autres, vous commencez d'abord par perdre. Et c'est un choix stratégique, souvent, qui n'est pas assumable par aucun manager, parce qu'il préfère… Lui, il se dit, de toute façon, ma durée de vie de dirigeant, elle est de 5 ou 10 ans. Donc, en fait, je peux décliner peinard, et puis après moi, ils se démerderont. Qu'est-ce que je vais me faire chier à prendre tous les risques pour perdre un quart de mes auditeurs? Dans le broadcast, en télévision, par exemple, TF1, dans les années 2000, ils se sont dit, bon, il y a la TNT qui arrive, on était 6, maintenant on est 25, le câble, le truc, les machins. Il faut qu'on va rajeunir en fait de 10 ans l'âge moyen de nos auditeurs, et on va le faire sur 10 ans, et on va perdre effectivement 10 points de part de marché. Mais du coup, ils ont accompagné cette décroissance par des investissements. Mais c'était un choix stratégique sur une décennie. Donc, c'était bon. Et aujourd'hui, ils sont encore la première chaîne d'Europe parce qu'ils ont fait ce choix. Mais ils avaient anticipé, c'est un calcul stratégique et tout. En radio, en fait, on ne fait pas ces choix parce que, en fait, de mon point de vue, c'est un média qui est dans le déni de sa décroissance, qui se voit encore très puissante. Il n'y a qu'à voir les audiences, la communication qui est faite par Radio France chaque fois. Oui, on n'a jamais eu autant d'audience, c'est super. Bon, en fait, ça se fait sur une mesure qui s'appelle médiamétrie, qui est une vaste blague. C'est des sondages téléphoniques qui sont faits. Enfin, il faut aller un jour à Amiens, la façon dont à médiamétrie, au centre, au call center, où ils appellent les gens chez eux. Vous avez écouté quoi ce matin? Je sais pas, j'ai écouté ça. Je sais pas. Enfin, donc les gens ils citent les trucs qu'ils connaissent. Enfin, bon, la réalité, c'est que si on mesurait vraiment comme à la télé et la radio, je pense que les gens sont un peu surpris. Et donc, la radio se mesure pour ne pas décliner. Donc, elle trompe le thermomètre. Elle dit, bon, tiens, hop, j'ai pas de fièvre parce que j'enlève 2 degrés. Donc, je passe de 39 à 37, j'ai plus de fièvre. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. Mais comme ça se fait sur des dynamiques de temps très longues, ça ne se voit pas. À l'échelle, nous, où on est, ça ne se voit pas. Il y a une permanence. C'est un truc particulier, la radio, c'est un média d'habitude. Si vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils écoutent à France Inter, ils vont dire « Ah ben, j'écoute Daniel Mermet, il n'est plus à l'antenne depuis 6 ans. » Mais en fait, ils vont dire « J'écoute Daniel Mermet. » Ils ne savent plus. Des fois, ils ne savent pas citer spontanément, des fois, les gens. Ils ne savent pas forcément. C'est juste un truc compagnon, quoi, dans la pratique d'écoute héritée. Et les nouvelles pratiques d'écoute, aujourd'hui, on ne les a pas encore recréées. Donc le podcast n'est pas, d'après toi, une nouvelle pratique d'écoute? Si, c'est une nouvelle pratique d'écoute de contenu audio. Et il n'y a pas vraiment de vase communicant, un peu, mais pas vraiment. C'est-à-dire, on ne pique pas des parts de marché à la radio. C'est-à-dire, nous, les gens qui ne rentrent pas sur la radio, il y en a une partie qui viennent chez nous, mais il y en a une partie qui vont ailleurs. Ils vont sur Netflix, ils vont sur Instagram, Snapchat. Ils ne vont pas forcément en radio. Ils ne vont pas forcément en podcast. Le podcast, nous, on va s'adresser à des gens qui sont capables de passer du temps sur un contenu linéaire et de divertissement ou de connaissances. Donc, ça peut être des gens qui lisent, ça peut être des gens qui auraient écouté la radio s'ils avaient été dans la génération qui écoutait, mais qui vont adapter ça à leur pratique. Mais le gros concurrent de le podcast, c'est YouTube.
YouTube qui peut être, on écoute de la musique ou on va écouter des YouTubeurs, les YouTubeurs face cam. Moi, je vois comment mon fils, en fait, il met un YouTuber, il fait autre chose, il joue à un jeu vidéo et il écoute. Bon. Et donc, c'est de l'écoute un peu sans l'image. Et en fait, nous, en gros, on est dans cette logique-là. Ça peut être Twitch aussi, par exemple. Le podcast, c'est un tiers des Français qui écoutent un podcast natif, 33% de manière récurrente. Quand j'ai commencé Midjojo, c'était 6%, donc on a un peu progressé. Là, il y a un palier, parce que le confinement a mis un petit stop et qu'il n'y a pas assez d'offres. C'est compliqué à financer parce qu'on n'a pas de CNC, etc. C'est le seul secteur de la création qui ne bénéficie pas de dispositifs d'aide. Donc voilà. Ben, on a créé un syndicat de producteurs pour essayer de le faire changer. Mais pareil, là, on s'inscrit dans le temps long, comme on dit de manière publique. Comme tu aimes le dialogue social, ça c'est ça. Très bien, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour votre intervention. Merci aux personnes qui sont encore connectées. Plusieurs remerciements dans le fil des discussions. Et donc, cet enregistrement sera probablement en ligne sur la chaîne YouTube du Laboratoire d'Humain. Merci. Au revoir.